Dernier épisode aujourd'hui de la saison 2017-2018. Et quelle saison ça a été! Contrairement aux Canadiens, quelle saison ça a été pour le podcast. Ça avait d'abord commencé en feu, en canon, avec le lancement de la mission Forsberg, campagne de sous-financement qu'on a lancée en même temps que la nouvelle saison. Et on voulait voir si vous étiez aussi un Mongol que nous. Et la réponse a été heureusement positive. Et vous nous permettez de nous en aller en Suède, de faire une mini-série exclusive. On part d'ailleurs dans quelques jours pour la Suède. Et merci, je le rappelle, aux 138 contributeurs de la première heure. Vous avez des couilles en or et je les mets dans ma bouche. Dès que les épisodes de la mission Forsberg vont être prêts, vous allez recevoir tout ça. Je parle aux contributeurs, évidemment, qui est un très beau cadeau qui va être pendant la saison morte pour vous garder en forme. Hein. Voyez-le comme votre off-season training. Et là, j'entends les autres qui ont manqué la saison, la mission Forsberg dire « Mais moi, je l'ai manqué. Qu'est-ce que je fais si je veux une carte du Costco? » Va au Costco. Donc, ben non, c'est une blague. Pour ceux qui, parce que certains m'ont écrit, vont vouloir écouter la mission Forsberg, on va éventuellement, elle sera pas dans aucune saison régulière, comme ça a toujours été entendu. C'est une mini-série exclusive, mais elle va être disponible d'une certaine manière sur notre site, probablement dans notre boutique, éventuellement. Donc, restez à l'affût. Ce sera probablement plus tard là, cette saison. On a le temps de tout faire, de l'envoyer aux backers. Donc, probablement vers plus l'automne que vous allez pouvoir trouver ça sur notre site Internet. Donc, on est très excités de s'envoler. On a très hâte. On travaille très fort depuis quelques mois déjà. Et voilà, on est bien excités. Merci à vous. Je prends le temps quand même ces derniers épisodes. Merci à vous d'être là à chaque semaine, d'écouter le podcast. Vous avez aucune idée à quel point ça me fait plaisir quand on se croise, vous me parlez d'un épisode que vous avez aimé, qui vous a touché. D'ailleurs, l'autre jour, je sortais de l'aréna puis il y a un gars qui m'a crié de loin « Et était bon l'épisode lundi! » Merci à ce gars-là. Merci d'avoir aimé l'épisode de lundi. Ça me fait vraiment plaisir. J'aime ça. Et ça a l'air de se faire tout seul, ce podcast-là, mais on travaille très fort pour livrer chacun des épisodes. Et ça implique plusieurs personnes qui travaillent très fort, à commencer par Valérie, qui nous a aidé l'année passée à booker plusieurs épisodes. Elle était en stage avec nous pendant plusieurs mois, même jusqu'au ZooFest. Plusieurs des épisodes qui d'ailleurs se sont retrouvés dans cette saison-ci également. Mon frère François, qui même de Calgary, nous aide sur plusieurs dossiers, dont le booking, les sponsors, plein d'autres choses. Plus récemment, on a Michael, qui vient tout juste de monter à bord et qui a monté le online store plus récemment, sur lequel vous pouvez trouver hoodies, t-shirts et autres qui vient juste d'être lancé la semaine dernière. Marianne Plaisance, qui a fait tout ce qui est photo, l'affiche, tout ça. On a Frédéric Levac au jingle et à la technique, le fameux jingle de Direct sur le Tape. C'est Frédéric et c'est lui qui s'occupe que ça sonne bien. Alec Pronovo, réalisateur, et sa team d'amour au son, et à DOP, Christophe. Il y avait aussi un autre gars au son dont j'oublie le nom, mais à la DOP, c'était Christophe, qui ont fait la vidéo pour la mission Forsberg. Vous êtes des anges. Alexandre, non pas Alexandre, c'est Alexis Timimaglio pour les graphiques de la campagne Mission Forsberg. Au début, c'est lui qui a fait ça. Et il est même venu aussi, mais runner le magasin aux ZooFest l'année dernière. Ça, c'était vraiment fin de sa part. Merci, Alex. Merci aussi à tous les invités qui ont la générosité de passer au podcast et de discuter avec moi. Tout ça par pur plaisir. Et sans oublier, évidemment, vous vous en doutez, mon fidèle acolyte depuis le début, que j'aime même s'il répond à son téléphone une fois sur 19. Je le nomme souvent dans les épisodes, c'est comme devenu un genre de personnage, un mythe. Et j'ai nommé Producer Tom, qui apporte un peu de raison à ce podcast. Moi qui ne fournis qu'émotion, déficit d'attention et bien sûr, quelques cris stridents intolérables. Et je le répète, merci à vous. Merci d'être au rendez-vous à chaque semaine, où que vous soyez, peu importe votre région, Montréal, Gaspésie, Côte-Nord, Estrie, Canton de l'Est, Québec City, ou encore, peu importe la région, mais certains même m'ont écrit, ils nous écoutent de l'Allemagne, ou même encore l'Australie. Merci de suivre le podcast. Ça me touche sincèrement. On a commencé ça en septembre 2016. On est maintenant en avril 2018, et j'ai de la misère à le dire sans penser que c'est un gag, mais on est rendu à plus de 25 000 écoutes par mois. J'en reviens juste pas pour un podcast qui se veut francophone, relié au hockey. C'est quand même assez niché. J'en reviens pas. Merci. Avant d'enchaîner, je veux quand même prendre un moment. C'est moins joyeux, c'est moins festif, mais je peux pas passer à côté. D'ailleurs, le dernier épisode était enregistré avant que
quand c'est sorti le dernier épisode, j'avais déjà enregistré l'introduction, donc je peux pas en parler, mais ça venait juste d'arriver. Ce qui se passe à Humboldt, dans l'Ouest canadien, on en voit, parce que d'une certaine manière, ça rejoint toute la communauté de hockey, et on en fait partie, et on envoie toutes nos pensées avec les gens de Humboldt pour ceux qui savent vraiment pas ou qui visiblement ne suivent pas du tout les nouvelles, ou qui écoutent l'épisode plus tard. Il y a un autobus d'une équipe Junior A dans l'Ouest canadien qui a eu un grave accident et il y a 15 morts. Et donc, vous pouvez sûrement voir sur les médias sociaux le hashtag Pray for Humboldt. Donc, bref, on envoie nos meilleures pensées aux gens de Humboldt. C'est un moment terrible qu'on souhaite à personne. Et on pense à vous et on envoie tout notre support, nos prières aux familles des victimes qui sont très nombreuses. Donc voilà pour l'introduction. Je sais, ça down un peu, ouais, mais c'est quand même important. Je crois qu'on finit la saison en beauté avec ce dernier épisode de la saison qui implique un revenant. Il s'est nommé Adib El-Kelhed. T'es égocentrique, sans gars, tu peux pas comprendre, mon gars. Qui vient d'ailleurs de lancer une campagne de socio-financement à son tour avec Julien Lacroix, un autre humoriste que vous connaissez sûrement. Et ils veulent faire un film. Ils font une campagne sur La Ruche, si je ne me trompe pas. Ils veulent faire un film financé par justement le public. Donc, allez voir ça. Je pense que ces deux gars de talent, ça vaut la peine d'aller faire un petit tour. Et ils font même un spectacle. Tu peux acheter une bière pour le spectacle. Il y a un spectacle pour justement payer ce film. Et à Adib se joint Danny Dubé, un de nos analystes et commentateurs les plus respectés. Donc, voici mon entretien avec Adib El-Kelhed et Danny Dubé. Drette sur le tape avec David Bocage. Ah, ben écoute, Danny Dubé, Adib El-Kelhed, merci d'être là, les gars. Merci, David Bocage. Quelle belle invitation. Ben, quel honneur de vous recevoir. En plus, c'est le fruit de toute cette bonne foi. Après des mois de schedule et on a réussi à avoir C'est grâce au gala artiste qu'on est là. Ouais. Faut le dire. Merci, ouais. Danny était assis derrière moi au gala artiste. Ouais. Et moi, pendant tout le gala, j'étais là, faut que je lui dise bonjour. Faut qu'il sache que je suis un fan de Danny Dubé. Et à la fin, on a discuté un bon moment. Ouais, bon moment. Ouais. On s'est échangé des trucs de pool, de hockey. Et d'ailleurs, merci parce que mon pool va très bien cette année. C'est drôle parce que ça fait des années que je me demandais à quoi ça servait le gala artiste, puis là, tu viens de me donner raison. C'est pour tisser des liens. Ça tisse des liens de la communauté artistique. Je trouvais tellement la pub tellement le fun avec Paris Sportif. Que c'était avec Adib, c'est ce que je voulais lui dire. Moi, lui, je le voyais derrière, je disais à ma femme, il faut que je dise comment il est crevant dans son la pub est tellement bonne. Ah, c'est une mise au jeu? Oui, la mise au jeu, avec Jean-Thomas et Dom. Ouais. Exactement, exactement. Ben oui, c'est ça. Ben oui, d'ailleurs, ta fille qui... Parce qu'en fait, c'est ça, j'avais dit à Adib, est-ce que tu penses qu'on peut aller chercher Danny, mais sans être gossant? Puis il m'avait dit, ouais, là, tu sais, c'est pas, tu sais, c'est comme à demander, appelle Mario Lemieux. Ben, là, j'ai déjà dit allô, mais là, je sais pas, là. Après ça, finalement, t'étais revenu puis tu m'avais dit, oui, attends, finalement, c'est possible parce que sa fille, il a dit que c'était elle te connaissait. Oui, c'est ça. Oui, qu'elle connaissait. Oui, elle connaissait. Là, j'étais comme, OK, mais là, ça fait, je suis pas assez connu je suis pas assez à la télé pour qu'on me connaisse. Puis je dis, OK, ben, c'est comme rester là. Et puis finalement, des mois plus tard, ça, je sais même pas si je te l'ai dit, Adib, des mois plus tard, j'ai été en direct de l'univers avec Catherine Levac sur son émission. Puis moi, je chantais, bon, ça, c'est le bout absurde du podcast. Je chantais en duo avec André Waters, une chanson de Dolly Parton et Kenny Rogers. Ou comme j'appelle, un sommet que je pourrais jamais égaler dans ma carrière. Non, mais je fais des blagues. Puis je chantais avec elle en duo. Puis est-ce que tu sais chanter? Ben ça c'est encore assez. Oui, je chante bien. Oui, non mais assez pour chanter parce que c'est 30 secondes. Ouais, non, c'est ça. Mais je fais des chansons en show là, ouais, assez pour que je paraisse pas trop mal. Okay. Puis on fait le truc. Puis après il y a un souper. Après on va manger avec tout le monde de l'équipe, tout ça. Et Catherine a invité un ami, Alex Doré, qui est aussi dans notre pool, que je salue, et qui est venu avec une amie, puis qu'on est là, puis on soupe à table. Puis un moment donné, Alex, il me dit, ben c'est ça, tu devrais recevoir, parce que lui, il écoute le podcast, je le salue d'ailleurs, il devrait recevoir son père. Je dis, c'est qui ton père? Ben c'est Danny Dubé.
C'est toi, sa fille! Genre, ça fait je sais pas une fois qu'on se parle, j'ai aucune idée. Marika, quelqu'un s'appelle. Oui. Donc, qui est belle comme sa mère, pas comme son père. Ah, c'est vrai, ça? Mais j'ai pas vu sa mère. Non, mais je te le confirme. OK. C'est un visage angélique comme sa mère. Mais pourtant, tous les gens disent comment tu parais bien. Danny Duville, les gens. Mais ma fille paraît beaucoup mieux que moi. Ah oui? Écoute, on salue Marika, qui en effet est une belle fille, qui sort avec Mathieu, un autre gars dans notre pool. Okay. Donc, le monde est petit. Il est dans notre pool. Oui, Mathieu Anger, c'est lui qui a gagné le first overall cette année. Tout le monde est comme, c'est qui lui? Comment ça, il y a McDavid? C'est lui, dans le fond. Donc, il a une mauvaise année, lui. Ben oui, c'est ça, il se ramasse derrière. Il est comme les Oilers. Ouais, c'est ça. À l'image de McDavid, mais... Non, pas une bonne année. Bref, mais tout ça était relié parce que je savais même pas que Marika, c'était ta fille qui est coach de spinning, entre autres. Entre autres. Bref, merci à Marika. Storyteller pour Lululemon. Ah oui? C'est ça. En fait, maintenant. Elle travaille aussi pour la boutique, mais c'est vraiment vers l'orientation qu'elle prend. Donc, c'est super intéressant, d'ailleurs, ce qu'elle fait, parce que c'est très éclaté, c'est nouveau. Sur les médias sociaux, Sur les médias sociaux. Et je pense que dans le sport, on a à retenir de ces nouvelles tendances, nouvelles directions dans la manière de faire la promotion de... les gens aujourd'hui veulent vivre des émotions, veulent vivre des moments. Ouais. L'événement, c'est important. Je pense que dans le sport, on a la présentation de match, le game presentation. Il y a beaucoup d'énergie investie là-dessus de plus en plus dans le sport professionnel pour créer l'événement et pour que l'événement devienne quelque chose que les gens vont chérir, qu'ils vont garder en dedans d'eux. Je trouve que... Puis, bon, Marika fait des choses un peu avec la compagnie Lululemon, fait des choses un peu dans cette optique-là. C'est très original. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde dans le milieu de la business en général, mais surtout dans le sport, qui ont à apprendre de ça. Ouais. Même mais comme un exemple, mettons, au hockey, s'il y avait des trucs à changer là dans la présentation des matchs, parce que ça fait quand même depuis que je regarde le hockey, il n'y a pas vraiment, tu sais, le format est quand même resté sensiblement le même. Ouais. Quoique aujourd'hui, il y a tellement de trucs qui changent que... Ben, moi, entre autres, là, j'ai deux, trois choses que j'ai en tête, là. Ouais. Par exemple, l'impression d'être dans le match. Ouais. Il y a le résultat du match. Il y a bien sûr les buts, tout ce qui se passe durant le match, mais il y a aussi ta connexion avec le match. Ouais. Donc, comment tu peux connecter avec le match? Aujourd'hui, tout le monde regarde le match, ils ont leur téléphone. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir un tas de trucs super originaux à faire parce que, en fait, l'idée vient de ma femme et de sa gang de chums qui vont au match le samedi et qui prennent des petites gageures sur une dizaine de trucs qui se passent dans l'amphithéâtre. Okay. À un moment donné, il y a des petits bonhommes qui courent. Quelle couleur va gagner? Ça donne un point. Qui va compter le premier but? Ça donne un point. Qui va écoper de la première pénalité? Le nombre de tirs différents. Alors, les gens, durant le match, tu sais, tu pourrais avoir quelque chose qui fait que les gens, durant le match, peuvent interagir. Je suis d'accord avec toi parce que c'est une des choses que je trouve les plus, je veux dire décevantes, là. C'est un gros mot, mais c'est quand même, en tant que gars qui va quand même assez souvent au Centre Bell, je trouve qu'ils ont pas changé l'expérience. Ouais. Ça fait 5 ans que j'y vais. À chaque fois, c'est pas mal la même chose. Puis je sens que ça matche pas l'enthousiasme que les gens ont envers les Canadiens. Ouais. Je sens qu'en tant que spectateur, nous, on irait aussi, on est capable d'aller plus loin. J'ai pas d'idée par contre à propos. Encore mais juste dans comme on parlait, la présentation des matchs, parlons de la télé ou des médias. Je pense qu'à l'image du hockey aussi, le public souvent est assez traditionnel aussi. Je sais pas si par rapport au changement, tu sais, par exemple, CBC, le fameux move de mettre George Stroumboulopoulos, qui avait remplacé, qui était devenu la tête d'affiche, là, il l'appelait le $1 million hipster. Il disait, OK, on refait l'image, nouvelle génération. Puis il a duré, puis il faisait pas une mauvaise job. Non, là. il était bon. Il était très bon, même. Puis il a fait 1 an ou 2, puis non, on va ramener Ron McLean. Tu sais, puis que j'adore aussi, mais je veux dire, je sens qu'il y a quelque chose de très conservateur. Je sais pas si Danny, est-ce que tu penses que c'est vrai? C'est vrai, mais il faut aussi, moi je pense qu'il faut regarder maintenant le truc dans son ensemble. Là, ça c'est très cylindrique, c'est la télé. Moi je pense que maintenant, tu peux plus faire un événement juste dans le building. Ouais. Dans le building, la télé. Ouais.
mais je pense qu'il faut que ça soit décliné, mais instantanément. Les réseaux sociaux, les personnes, qui peut interagir, qui est pas dans le building, mais qui veut, tu sais, qui regarde la télé, puis qui peut avoir une interaction avec, est-ce que, tu sais, je pense que c'est juste dans la manière de faire de la business, c'est très cylindrique. C'est très, l'expérience est dans le building, ou l'expérience est à la télé, l'expérience est à la radio, l'expérience est... C'est vrai. Alors, c'est vrai. Mais il pourrait y avoir, ça pourrait être relié, oui, des connexions. L'autre chose, quand on regarde les matchs, si tu prends du recul, puis tu regardes de façon, objective. Très objective, mais aussi détachée, si tu regardes le match, tu te dis, à quel moment il y a du oomph? Tu sais, qu'est-ce qui... Ouais. Bon, évidemment, là, tout ce qui est but, tout ça, c'est super important. Après ça, le pointage, c'est super important. Après ça, c'est les moments où les gens se voient sur l'écran géant. Là, il y a comme un buzz, là. Les gens, tu sais, il y a quelque chose là. Donc, comment on peut faire pour tout ce qui est course, tout ce qui est enjeu durant le match? Donc, comment on peut faire pour augmenter cette expérience-là? Quand les petits pits embarquent sur la glace puis ils jouent un contre l'autre, ça crie quand ils comptent un but, le monde aime ça. Comment on peut faire pour augmenter cette expérience-là? Comment on peut faire pour la décliner, la rendre encore plus wow? Tu sais, c'est tous ces petits moments-là dans une journée autour du Centre Bell. Tu sais, est-ce qu'il y a l'expérience à l'extérieur du Centre Bell avant le match? Ouais, est-ce qu'il y a l'expérience durant la game, mais à l'extérieur du Centre Bell? Je comprends la température, je comprends le climat, mais tu sais... faut trouver une manière d'inclure tout le monde. Le plus inclusif possible. Le plus éclaté possible. Ouais. En plus, le côté... Elle dit, ben, amène un point qui est important. T'arrives là, puis c'était plus de surprise. Non. Fait que là, moi, l'expérience, il y a un côté surprise, tu sais, il y a un côté bang, wow. La présentation, là, le mais visuel. Peut-être que la qualité du Canadien, ou une des qualités du Canadien qui est vraiment genre d'avoir un fanbase immense, ils sont réputés pour ça, les gens sont vendus au hockey. Et c'est peut-être aussi le plus gros défaut des Canadiens, qui est genre, moi je pense que peut-être qu'il y aurait des idées innovatrices si on s'adressait aux gens comme s'il y avait personne dans le stade, dans le Centre Bell. Comme si tu devais remplir quelque chose qui était. En fait, j'ai l'impression que les marchés qui s'adressent à des nouveaux partisans ou essaient de convertir des partisans de football en partisans de hockey ou whatever, d'aller chercher les marchés non traditionnels, ils vont essayer d'aller trouver, ils vont parler différemment aux gens, puis je sens que nous aussi, moi je serais excité justement d'apprendre que il y a des événements autour du Centre Bell. Je sais pas, qu'on puisse voir le match dehors aussi, qu'on puisse... N'importe quoi, mais... Une passion extérieure, je sais pas, il y a un truc à faire. L'idée est lancée, le marketing du Canadien s'est exécuté. Non, mais c'est parce qu'on l'aime, c'est parce qu'on les aime. Il y a un changement de garde, il y a des nouveaux personnages là-bas, il y a du nouveau monde, donc... mais tu sais, c'est pas pour dire qu'on est plus... mais moi, je suis là tous les jours, ça fait quand même une vingtaine d'années pas loin, là, ça fait que c'est un privilège, tu sais, de pouvoir dire, ben, je vois les choses, il y a un tas de bonnes choses qui sont faites, mais je pense que le côté, tu sais, si tu veux te moderniser, bon, c'est sûr à qui tu parles, qu'est-ce que tu fais. Il y a une chose tout à l'heure, pendant que Adib parlait, j'ai eu un flash. L'année passée, durant la finale de la Coupe Stanley, quand je suis allé à Nashville avec TVA Sport, écoute, j'ai vraiment, là, je le dis candidement, j'ai capoté sur quelque chose par rapport aux fans. Puis je veux le partager avec les auditeurs, puis en même temps, ça envoie le message. Eux autres, là, ils font quelque chose qui est ça peut pas être plus simple, mais c'est rassembleur. Puis ça me rappelle, dans le temps que j'étais à l'université, on le faisait, tu sais, parce que c'est très collégial, très universitaire. C'est qu'il y a des chansons, mais pour des événements. Ça, c'est génial. Il y a des chansons pour des affaires. Quand il y a une pénalité de l'autre équipe, il y a une chanson qui part, mais tout le monde chante, tout le monde connaît les paroles. Puis ils le disent au début, voilà, la chanson pour les pénalités, c'est ça. Contre le gardien, l'autre bord, c'est ça. Puis là quand la musique part, là, tout le monde, bing, bing, ça chante. Mais les paroles, tout ça, c'est en fonction des événements. Alors, hey, qu'est-ce qui est le plus rassembleur que de faire chanter le monde? Mais là, c'est 20 000 personnes au Centre Bell qui décident, qui chantent tous après tout Caras que elle va passer ou je sais pas quoi, un bout en français, un bout en anglais, ce serait génial. Raison. Très bonne idée. Et ça rejoint une espèce de
fantasme, rêve que j'avais en tant que spectateur, c'est que quand tu regardes les matchs de foot, de soccer en Angleterre ou en France et tout ça, ils ont vraiment beaucoup de chants. Comme nous, on a olé, 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 olé. Oui, OK, on a ça. Genre ça, on l'a à Montréal. Mais eux, ils en ont beaucoup pendant le match. Puis ils les connaissent par cœur. Puis je me disais, c'est fou comment on peut prendre des spectateurs, une masse de 20 000 personnes, comme un individu et lui enseigner vraiment quelque chose. Et j'ai l'impression que le spectateur peut devenir terrorisant pour l'autre équipe. Ouais. Si, mettons, il y avait... Je dis n'importe quoi, là, OK? Mais si, mettons, les spectateurs, ils avaient un code pour tout se taire en même temps, puis ça devient hyper silencieux pendant genre 1 minute juste pour traumatiser l'autre équipe. Ou si justement il y avait des chansons qui sortaient de nulle part. C'est fou comment on peut amener l'expérience du spectateur puis profiter de la communion puis de l'enjeu qu'on a tous ensemble, parce que le sport ça devient un des derniers endroits où on partage un enjeu. Puis on partage des valeurs, tu sais, tous ensemble. Fait que je pense qu'on peut... Fait que, encore une fois, l'idée est lancée. Ouais, parce que, en fait, c'est de rendre l'expérience du spectateur pas seulement passive, mais bien active. Exactement. Au lieu de toujours... J'étais allé voir un de mes amis qui jouait en France à l'époque, puis je suis dans les gradins, puis à un moment donné, il y a une pénalité, tu sais. Puis le monde se met à fredonner quelque chose, puis j'entendais pas c'était quoi, tu sais. Fait que je demande à l'autre, à la femme de mon chum, je dis, c'est quoi? Il chante quoi? Fait que, mettons, je sais pas, moi, le joueur s'appelle Pélissier, exemple. Fait que, je salue mon ami Pélissier, c'est un gars que je connais. Il est un Pélissier, en fait. Fait que là, Pélissier, salaud, le peuple ratapo, on cachot. Il recommençait. Ça, c'est génial. C'était génial. Je regarde à faire, puis comme ça, les bras, le langage. Fait que là, le gars, lui, c'est une bonne pénalité, il se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Une autre affaire que j'aime beaucoup du soccer, quand on va voir l'Impact, mettons, tu sais, qu'il y a une zone qui est réservée aux fanatiques, qui est réservée aux gens que c'est leur vie de mettre l'ambiance. Les fans finis. Il y aurait pas moyen. Est-ce que ça marcherait ou non, parce qu'en fait, dis-moi ce que t'en penses, Danny, mais c'est parce que ces billets-là, derrière les buts, ça, sont les plus coûteux, puis c'est les billets corporatifs, non? Donc c'est les billets de compagnie, si je ne m'abuse, qui sont payés par... Mais tu considères pas que justement, ça serait malade. un move marketing, mettons, d'une entreprise comme les Canadiens qui font que, regarde, nous, on veut vraiment changer l'expérience du spectateur. Puis, mais c'est impossible. Je veux dire, il y a des gens qui ont ces billets-là pour les 20 prochaines années, mais est-ce que tu peux les racheter puis décider de consacrer une zone à des fanatiques? Je suis 100% pour l'idée, c'est vraiment des fins économiques pour les mêmes raisons que, tu sais, quand il parlait d'agrandir les patinoires, les banques tu perds en termes d'argent et tout ça. Fait que je pense que c'est des raisons économiques, mais l'idée au niveau de l'ambiance puis du concept. Je pense qu'il faut être créatif. L'idée tient la route. Financièrement, ça tient pas la route. Non. Mais souvent, lorsqu'on a une idée qui vraiment est très bonne, comme celle-là, c'est quelqu'un qui achète l'idée. C'est une compagnie qui achète l'idée. C'est une compagnie qui permet à des gens d'aller vivre l'expérience et à dire, nous, on est des fans finis. C'est une compagnie qui redonne les billets à des clients ou à un entourage. Tu sais, faut pas que ce soit 2000 places, mais tu peux avoir 50 places. Tu peux avoir, puis là, il peut avoir un meneur qui est là tout le temps. C'est fou, Comme ça. à New York, il y a un meneur qui est dans les gradins, en haut d'un populaire, tout le temps. Il fait toujours, il danse. Il fait toujours, c'est sa toune à part, puis c'est toujours la même toune. Puis, un peu comme Mission Impossible, ce genre de musique-là. Puis, lui, il fait son show, mais tout le monde, alors, tu sais, il y en a des façons de faire, là. Je trouve l'idée mérite d'être, je veux ce brainstorm, il était tellement c'est créatif. Mais c'est le fun. Mais je veux qu'on parle de Danny, parce que Danny, on te connaît comme commentateur, on sait que t'étais coach, mais très peu, on recule autant en arrière. Toi, t'es originaire de Bécomo. Autrive, particulièrement, parce que c'est Bécomo, Autrive, il y a un pont qui sépare les deux villes, puis il y a beaucoup de rivalités. Donc, toi, t'es de Autrive. Moi, je suis de Autrive. Et, toi, c'est ça, t'as passé ta jeunesse, à Bécomo. Jusqu'à l'âge de 14 ans, j'ai quitté la maison pour aller jouer au hockey, Bam-Tam, à Chicoutimi. Mon père était dans l'alimentation, puis il y avait un grossiste avec qui mon père entretenait des liens plus proches de la famille Villeneuve. Puis son fils jouait au hockey, c'est un très bon joueur de hockey, mais
ils m'avaient demandé si je voulais participer à leur camp d'entraînement, qui était un niveau supérieur à ce qu'on avait chez nous. Puis je dis oui, je suis allé, puis j'ai joué là pendant 1 an. J'ai joué avec ce qu'ils appelaient les petits Saguenayens à l'époque. Ouais. J'ai joué avec quelques joueurs. Un gars avec qui j'ai joué, puis j'ai gardé des liens, Steve évidemment, mais Pierre Sévigny, que j'ai revu plus tard. Le gardien de but, non? Non, ça c'est Richard. Ça. Non, c'est un défenseur. Il a Ouais. joué junior majeur avec Alain Vigneault, entre OK. autres. Il joue pour les Draveurs de Trois-Rivières. Donc, c'est un gars que j'ai continué de voir par la suite, qui est maintenant établi à Boucherville, je pense. Donc, Apparemment que tu étais un jeune assez énergique et tannant et plein de Plein de avant que les mots TDAH existent là, que t'avais beaucoup c'est d'énergie. l'incarnation de ça. Ouais. Effectivement. C'est dur, hein, d'imaginer ça qu'on Des on est en ta problèmes de- présence. Ouais, c'est ça. Est-ce que t'es vraiment calme, en fait? Oui, Ouais, l'homme calme. J'ai appris à contrôler tout ça, mais non, effectivement, une forme d'hyperactif, une difficulté à l'école, problème d'apprentissage relié à un problème d'attention, de concentration, est clairement là, évident. C'est ça. Mais mes parents ont été des parents très très pointus sur l'aspect académique. Mon père n'a pas été beaucoup à l'école, ni ma mère. En fait, à l'époque, les gens faisaient leur qui appelle Cours classique. le cours classique. Là, ils arrêtaient très vite, puis ils prenaient le marché du travail. Et ils croyaient beaucoup en l'éducation. Tu sais, ils appelaient ça comme ça. Tu vas avoir une éducation. C'est fou, hein? Oui, c'était pour eux c'était très important. Puis quand j'ai joué longtemps au hockey, puis évidemment j'étais gardien de but, puis je me suis promené beaucoup parce que sur la Côte-Nord, tu peux pas rester là pour... Okay, je savais pas que tu étais gardien de but. Ouais, Moi non j'étais plus. gardien de but. Puis à un moment donné, j'ai arrêté l'école. Pour jouer au hockey. J'ai arrêté l'école parce que j'étais paresseux. Là. C'est pas pour jouer, À quel âge? J'avais 17 ans. Tu avais fini ton secondaire. Oui. Mais à ce moment-là, ça a été un enjeu majeur, dans le sens que mon père, l'année suivante, j'aurais pu retourner encore, ce qui était une ligue, c'est la Ligue Juniora du Québec, là, tu sais, c'était, je jouais pour Chicoutimi, j'avais été au camp d'entraînement, ils m'envoyaient jouer à Latuc, où il n'y avait pas de cégep. C'était du junior 3 dans le fond. C'est un peu comme du junior 3, mais à l'époque, c'était différent, là. Tu sais, il y avait, c'était moins, c'est un peu moins académique que le junior 3, c'était un petit peu plus, tu sais, il y avait plus des gars qui jouaient au hockey puis qui faisaient rien d'autre, puis c'était des hockey bums, là. Tu sais, ça devenait des hockey bums. Mon père, lui, il m'avait dit, regarde, visiblement, tu feras pas de carrière dans le hockey, là. Tu te trimbales entre la Ligue junior, puis bon, ça fait que là, tu vas aller à l'école. Alors, j'étais revenu chez nous, mais, tu sais, un peu débiné, un peu frustré de tout ça, en me disant, tu sais, moi, je pensais que je pouvais jouer, tu sais, mais j'étais pas assez bon, là, évidemment, là, mais quand t'es jeune, tu rêves puis tu penses que tu peux devenir un professionnel, tu sais. Mais en même temps, tu sais, ça m'a rendu service parce que ça m'a forcé à regarder la vie de façon un petit peu plus large, de continuer à avoir ma passion, mais pour le sport, pour le hockey, mais de me faire de l'académique, d'avoir quelque chose, un filet, tu sais. Fait que j'ai fait mon bac, j'ai joué collégial 3A, j'ai joué universitaire, j'ai fait mon bac. Puis c'est le hockey qui m'a sauvé, dans le sens qui m'a sauvé de ça, parce que là, mon père, là, mes parents, en fait, le poussaient pour que je reste à l'école. Que tu veux jouer au hockey, faut que tu c'est cool. réussis tes études, parce que sinon, tu resteras pas, là. Pendant les étés, tu travaillais à la boucherie à ton père. Ouais. Ton père, dans le fond, avait une boucherie, c'est ça? C'est ça. Il y avait une boucherie, j'ai travaillé pour lui, mais j'ai aussi travaillé ailleurs, parce que j'étais tanné de travailler pour mon père. Je pensais que c'était mieux ailleurs. C'était pas le cas, là, mais j'ai appris beaucoup. Aujourd'hui, même encore aujourd'hui, ça me sert énormément dans tout, là, tu sais, quand tu travailles, t'as 14-15 ans, tu travailles, tu sais, pour tes parents, tu vois pas la valeur des petits détails qui sont extrêmement importants. Puis les années m'ont appris. Aujourd'hui, j'ai 56 ans, puis je me rappelle encore de ces moments-là qui me disaient pourquoi c'est important qu'il n'y ait pas de doigt dans la porte, dans la fenêtre. Parce que
on vend de la bouffe. Les gens prennent la bouffe, ils la mettent dans leur assiette. Il faut que le sentiment de propreté, que ce soit impec. C'est super important que ça sente bon dans la place. Que toutes ces affaires-là, tu sais, ça fait que les bidons pour faire le ménage, tu sais, le savon, le push-push, le ci, le ça, le sambon, tout est... Mais tout avait une raison. Tout était bien réfléchi. Tout avait une raison. Puis tu sais, il disait, ben moi, là, tu sais, moi, c'est une petite business de rien, là. Moi, les gens viennent ici, là, c'est pas parce que je peux leur faire le même prix qu'au métro, au coin de la rue, là, tu sais. Et je leur fais, moi, ça coûte plus cher venir ici, mais il y a quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs. C'est le service, c'est que tu vas porter le paquet, c'est la qualité, c'est justement la relation de confiance bâtie sur ça sent bon sur. Ça nous ramène l'expérience. Ouais. L'expérience, là, c'est vrai. Ouais. C'est tout ça. Apparemment que tu avais des anecdotes là, que tu as vécu des choses à la boucherie, ça se peut-tu, non? Ouais, ben en fait, une chose qui arrivait souvent, c'est que mon père était très ambitieux, puis il prenait beaucoup de travail qu'il faisait après la fermeture. Donc souvent, nous, on vient de la Côte-Nord, donc il y avait la période de la chasse. Bon, ben là, les gens arrivaient avec leur viande qu'ils avaient tuée, puis là, il fallait débiter cette viande-là. Bon, là, il fallait emballer ça. Là, les gens venaient, puis ils faisaient l'emballage. Tu sais, mon père, il faisait un service personnalisé. Ça fait que si tu voulais tes steaks emballés, 3 ou 2 par paquet ou individuellement. Mais là, tu sais, c'est toutes des choses qu'ils te donnaient comme service que tu ne pouvais pas avoir ailleurs, tu sais. Mais qui emballait la viande? Danny Boy. Mais tu sais, rendu des fois à 11h le soir, tu sais, là, il y avait un gros congélateur, à peu près la grandeur de la table, à peu près, mettons, 6 pieds, 7 pieds de long, 2 pieds de large, et c'était mon lit préféré. Et tu peux pas dormir là-dessus, c'est impossible. Mais moi, je dormais là-dessus. Et je réussissais à me faire... Tu sais, j'étais en boule, en cuillère, là, et je m'endormais là-dessus pour une seule raison. Le frigidaire, le congélateur, c'est un vieux congélateur. Et il faisait beaucoup de bruit. Et la vibration... Ça t'endormait? Du congélateur m'endormait. Tel un poupon. Tel un poupon, exactement. Alors, je me couchais là-dessus en boule, puis je m'endormais. Là, je partais, tu sais. Puis là, quand il y avait trop de stock et trop de choses à faire, là, mon père, il me donnait une poussée. Il a besoin de toi. Là, je me relevais. Je recommençais à emballer. Si bon, il semble qu'on pense à un bon endroit pour dormir, un congélateur dans une boucherie, là, avec l'odeur, le sang, les mains. Non, c'est pas ça. Apparemment aussi que tu avais une tête dure. J'avais qui était très tête de pioche. Une tête de pioche, oui, tellement que je connais pas l'anecdote. C'est pour ça que je te demande que tu te serais fait confisquer ton vélo, mais je sais pas c'est quoi l'histoire. En fait, l'idée c'est que je devais être un bon garçon, ce que je n'étais pas toujours. Alors, pour me faire mal, pour vraiment qu'il y ait une conséquence qui soit percutante, on m'enlevait mon vélo. Qui est le moyen de transport d'un enfant. J'ai toujours aimé faire du vélo. J'adorais faire, parce qu'on était on avait à l'époque une tabagie qui était sur un coin de rue avec il y avait une épicerie, c'est comme un petit centre d'achat, et la rue de faire, je sais pas moi, 2 kilomètres, mettons, là, c'est un rond comme une espèce de boucle. Moi, je partais avec mon vélo, puis je me faisais des courses avec moi-même, je m'inventais des affaires, il fallait que ça fly, puis tout ça, puis je faisais des courses. J'étais actif, j'avais besoin que ça... La patate, fallait toujours qu'elle soit optimale. T'sais. D'ailleurs, ça a toujours resté, c'est toujours été quelque chose en moi, tu sais. Je me suis toujours poussé quand je fais de l'entraînement, n'importe quoi. Je me pousse presque de façon excessive. Alors... Encore aujourd'hui? Moins maintenant, parce que de toute façon, le body veut plus suivre. Mais tu t'entraînes encore? Oui. Parce que t'as l'air en forme. Oui, je suis en forme. Okay. Ouais, je pense que oui. Je pense que je suis en forme, mais bon. Tout est relatif. Tu vas pas faire des Ironman, des trucs comme ça, mais peut-être plus tard, tu sais, quand je travaille. Tu fermes même pas la porte à Ironman. quand je vais faire, quand je vais arrêter de travailler vraiment, là, tu sais, je vais avoir besoin de m'occuper parce que je suis un hyperactif. Ouais. Peut-être que là, l'entraînement il faudrait que j'apprenne à nager premièrement, là, parce que c'est sûr qu'il pourrait me ramasser dans le fond du lac, là. Je barbote. Mais anyway, fait que là, le vélo est barré. Ouais. Et je décide que je vais aller faire du vélo. Mais il est barré, mais avec un cadenas numéro. Ouais. Et je suis arrivé de l'école, puis le cadenas était sur le vélo, puis là, j'étais choqué, puis ma mère, elle m'a dit, tu t'arrangeras avec ton père, puis c'était toujours comme ça, puis là, finalement, tu sais,
c'est sûr que mon père allait dire non. Fait que là, je me dis, ben là, au lieu de perdre mon temps à parler à mon père, je vais essayer de le débarrer. Alors, j'ai mystifié le cadenas. Tu sais, à force de zigonner après le cadenas en bon québécois, quand ça fait 1h30, 2 heures, là, tu finis par faire le dernier twist, là, qui est proche de la combinaison, puis à force de tirer, à un moment donné, clac! Ça marche. Je l'ai ouvert. Écoute, mes parents, encore à ce jour, se souviennent du moment où j'ai débarré un cadenas numéro simplement par la persévérance. Zéro stratégie. Aucune idée c'est quoi le numéro, mais je me dis, tu sais, Puis là, ma mère, là, écoute, tu sais, une espèce de elle est dans un état second, tu sais. Elle me regarde, elle a l'air d'un chevreuil sur l'autoroute, tu sais. Elle a gros yeux, puis là, elle dit, hey, t'as-tu trouvé la combinaison? Comment t'as fait? Puis ton père t'a-tu donné la permission? Je dis, non, je l'ai débarré tout seul. Puis encore à ce jour, il en revient pas que je l'ai débarré, mais c'est juste à force de zigonner après. Ouais, pendant 2 heures. Tu t'essayes, tu tires. J'ai probablement tout fait les petites combinaisons possibles. T'es parti en vélo. Je suis parti en vélo, là, j'étais comme un cerf-volant. Okay. La morale de l'histoire, le travail. La persévérance. Si tu crois en quelque chose, abandonne pas. Prends ton vélo. T'as parlé, t'es allé à l'université, t'as fait ton bac finalement. Mm-hmm. Puis, t'as réalisé peut-être que t'allais pas continuer comme joueur. C'est quand là que le coaching est arrivé? C'est quand que t'as commencé à coacher? En fait, j'ai commencé à coacher par accident. J'étais à l'université, très intéressé par l'enseignement du hockey. Fait que j'ai commencé à faire des écoles de hockey. Donc, je travaillais avec ce qu'ils appelaient à l'époque les élans de la Mauricie. J'ai travaillé avec eux autres comme entraîneur de gardien. J'ai fait les écoles de hockey reliées à ces gens-là. Ils avaient leur propre école de hockey, donc j'ai travaillé pour eux. Donc ça m'a donné quand même très rapidement du rayonnement régional. Mm. Tu sais, j'avais eu la chance de jouer pour l'Université de Trois-Rivières, puis l'entraîneur de gardien, c'était François Allaire. Ah ben, Monsieur Style Papillon. C'est ça. Fait que lui, François, était toujours employé à la ville de Mirabel. Il était venu faire un certificat en administration à l'Université de Trois-Rivières. Donc, il est venu voir mon entraîneur de l'époque, Michel Boucher, qui est aujourd'hui dépisteur pour le Lightning de Tampa Bay. Puis lui, il a dit, écoute, moi, je pourrais m'occuper de ton goaler, tout ça. Ouais, c'est un bon, il est jeune, tu sais, il vient de la Côte-Nord, pour être coaching, c'est sûr, là, tu sais, tout appris tout seul. Fait que là, il a commencé à m'enseigner le travail de gardien de but. Ça m'a, écoute, c'était comme c'est une révélation, là, parce que j'avais jamais rien fait avec un enseignement, là, je faisais ça tout seul. Ça t'a comme ouvert sur un monde que tu ignorais. Que j'ignorais, j'ai commencé à faire ça. Mais j'étais attiré tout le temps vers la technique, la compréhension des choses, tout ça. Je l'avais fait aussi à des petites écoles de hockey à Bécomo dans le temps. Je revenais, je m'impliquais, tu sais. Donc, et là, à un moment donné, les Draveurs de Trois-Rivières, André Dupont était l'entraîneur, l'ancien joueur professionnel. Puis lui, André, il cherchait un entraîneur pour les gardiens. Donc, il m'a engagé. Donc, j'ai commencé à travailler avec un gardien à l'époque, Alain Raymond. C'était dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, ouais. Et je finissais mon bac, là. J'étais en train de finir mes études. OK, il était encore assez jeune. Ouais. Puis là... Clément Jaudoin est arrivé, il était engagé comme entraîneur-chef. C'était le premier entraîneur à temps plein pour l'Université de Trois-Rivières, puis il avait besoin d'un assistant. Moi, j'avais joué pour les Cheminots de Saint-Jérôme, puis Clément était omnibulé par les Cheminots, parce que les Cheminots jouaient un système de jeu à l'européenne. On avait un cadre, possession de rondelles totale. Puis lui, il avait jamais vraiment côtoyer cet univers-là. Puis Clément a une grande qualité, c'est un homme curieux, il veut toujours apprendre. Fait qu'il me rencontre, parce que moi, j'étais représentant des joueurs, les affaires, je travaillais l'été pour ce qu'on appelle la Corporation des Patriotes. C'est la famille Gabias qui gérait ça, il m'avait engagé. Tu sais,
Fait que je travaillais dans les auberges de jeunesse l'été pour eux autres, ramassais de l'argent pour les Pats, l'équipe pour qui je jouais. Okay. J'avais eu une bourse d'études. Tu sais, fait que c'était un environnement que, tu sais, fait que lui, il cherchait un gars qui connaissait le milieu, puis qui avait un background de hockey, et tout ça. Moi, j'étais très accessoire, là. Dans le fond, j'ai le profil parfait, là, tu sais. Fait que, il me rencontre, puis il me dit, t'as-tu encore ton cahier de jeu? Je dis, oui. Ah, il voulait voir ça? Ouais. Puis là, j'arrive avec mon cahier de jeu, tout ça, tu sais. Puis, écoute, c'est comme ça que ça a commencé. Il m'a engagé, écoute, ça a été une aventure extraordinaire. C'est le début de... Mais t'as coaché aussi, pas juste gardien de but, t'as coaché... Non, à partir de ce moment-là, j'étais assistant-entraîneur. Ouais, puis après, c'est ça qui m'a conduit vers le travail d'entraîneur-chef, puis les Olympiques, les Coupes du Monde. Mais je me suis toujours posé la question, est-ce que c'est aussi difficile de devenir entraîneur-chef que de devenir joueur dans la Ligue nationale? Est-ce que les chances, les statistiques sont aussi minces ou plus difficiles? Ou... Il y a moins de postes encore. Ouais, il y a moins de postes, mais pour moi, c'est tellement comme, tu sais, des fois, on voit apparaître des nouveaux coachs, ils popent dans la Ligue nationale, puis je me pose toujours la question, mais d'où ils sortent? Qu'est-ce qui s'est... Ouais. Ça fait longtemps qu'ils sont là, généralement. Ça doit être une job tellement particulière pour persévérer et croire que tu vas te rendre à la Ligue nationale. Parce que le parcours est beaucoup moins connu que celui du joueur. On n'entend jamais parler de ce parcours. Les coachs sont pas repêchés en première ronde. Non, c'est ça. Puis même qu'ils font souvent le parcours d'un joueur, là, junior, Ligue américaine, ça. Mais tu vois, j'étais très curieux, par exemple, d'un gars, le coach des Flyers, dont le nom m'échappe, qui était repêché de la Ligue américaine collégiale pour venir dans la Ligue nationale. Moi, j'avais jamais vu ça. Donc, il a skippé genre 2 étapes. Ben, tu sais, lui, il a pris parti, un peu à l'image des joueurs, c'est-à-dire qu'il passe de plus en plus du collège américain à la Ligue nationale. Mais il y a tellement de parcours possibles, il y a tellement de... Bref, oui. C'est Axel, ça. tu parles d'Axel? Ouais, ça va être ça son nom. Je fais celui quand tu cherchais au North Dakota, je pense. Mais bref, pour revenir à la question d'Adib, comment... En fait, il y a deux... Il y a il y a tes réalisations. C'est très important. Tous les niveaux où tu diriges, il faut quand même que tu aies du succès. Il faut aussi que les joueurs que tu diriges progressent. Ouais. Il y a des gens, souvent, c'est les dépisteurs qui vont voir tes joueurs, ils vont voir tes équipes, et ils disent hey, son équipe, elle joue bien. Quand c'est le temps, il joue des gros matchs, son équipe joue toujours bien, il y a un bon cadre, tu vois, ça se voit une équipe qui est bien dirigée. Okay. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, évidemment, si c'est ton réseau de contact. C'est sûr que si t'as joué et tu deviens entraîneur, t'as plus de chances de maintenir tes relations. T'as des anciens coéquipiers, ces affaires-là. C'est sûr que ça t'aide à rester dans le réseau plus longtemps, même si tu as une mauvaise expérience une année ou tout ça, il y a toujours quelqu'un qui va te récupérer parce que tu connais beaucoup de monde. C'est sûr que... Donc, c'est une game de contact aussi. Il y a beaucoup de ça. Et ultimement, c'est une question de... Il y a de la chance. Il y a du timing, il y a des... tu sais, peut-être à la bonne place au bon moment. C'est sûr. Il y a des opportunités qui arrivent, il y en a d'autres qui arrivent pas. Puis c'est très particulier comment ça se passe. Tu me dirais si tu as le soleil d'en face, si tu as chaud. Ça va très bien. OK, c'est bon. Ouais. Depuis tantôt, je me dis, mon Dieu, il est en train de... Parce que là, c'est quand même intéressant en ce moment de... Tu sais, mettons, clairement, il y a 2 coachs québécois qui font plus parler d'eux, qui sont pas dans la Ligue nationale, là, mais qui font plus parler d'eux dans les médias traditionnels que moi, je consomme. C'est, j'ai oublié son nom, Ducharme, je pense. Et Joël Bouchard. C'est comme eux, par exemple, leurs chances d'accéder à la Ligue nationale sont quand même élevées présentement, tu sais, t'as Pascal Vincent qui est à Winnipeg. Ouais, qui est au Manitoba. Lui a coaché pour les Screaming Eagles de Cap-Breton. Au début, moi, je le connais Pascal très bien. C'est nous autres qui l'ont engagé, là. Okay. Quand j'étais directeur général et coach, quand j'ai arrêté de coacher, je demeurais directeur général pendant un bout. Okay. Puis Pascal a commencé comme adjoint. Après, il est devenu entraîneur-chef avec nous. Donc, lui, il est beaucoup plus près que les 2 autres de la Ligue nationale parce qu'il est dans la Ligue américaine puis il a du succès. Benoît Gros également, qui en est un autre, qui est dans la Ligue américaine, Syracuse, qui a aussi beaucoup de succès. Donc, tu sais... Qui en a son 2e passage, là. Ouais. Benoît Gros qui est revenu parce que je prenais quand même un bon gap entre avoir du succès dans le junior puis être dans la Ligue nationale. C'est quand même un bon gap parce que, tu sais, Benoît Gros, c'était une légende du junior. Ouais. Directeur général, coach, il était allé une première fois.
il était revenu dans le junior, parce que tu sais aussi, je pense que si t'es directeur général dans le junior majeur et coach, je pense que t'as une stabilité puis un salaire, je crois, corrige-moi Danny, qui est plus intéressant qu'un salaire de coach américaine, puis avec une certaine incertitude, non? Ça se peut-tu? Non, je pense que non. Parce que quand t'as un gros coach émérite, là, un bon coach dans la Ligue junior, puis s'il est directeur général en plus, il va gagner beaucoup plus de 100 000 $ par année. Là. C'est ça. Ben c'est ça, je veux dire que dans le junior, c'était plus payant que dans la Ligue américaine. Ouais, non, mais ça dépend des organisations. Je pense que une bonne organisation, tu vas gagner ton 150 000 à peu près, là, 125, 150 000, dépendant des candidats, de ta feuille de route, tout ça. Mais je pense que c'est à peu près ça là, encore aujourd'hui. Sauf que tu sais, la différence, c'est que lorsque tu décides d'aller dans la Ligue américaine, souvent c'est un passage qui est nécessaire parce que maintenant le développement prend beaucoup de place dans les organisations. Avant là, le gars s'en allait dans la Ligue américaine, c'est presque le GM qui fait une faveur à un de ses chums, un ancien joueur et tout ça. Aujourd'hui là, les gars qui sont dans la Ligue américaine, c'est des bons coachs et c'est des gars qui sont là pour développer les joueurs et les organisations comptent sur eux. Ils ont un rôle important, ils le savent parce que c'est véhiculé. On leur dit que c'est important ce qu'ils font. Et donc, c'est pas un travail qui est négligeable parce que tous les joueurs que tu as sous ta gouverne, c'est les joueurs que tu vas revoir plus tard. C'est toi le next. Là. La plupart des organisations, ils vont pas chercher un gars ailleurs dans leur organisation, à moins que ce soit une équipe qui frappe à la porte pour gagner la Coupe Stanley. Je suis pas sûr, entre autres, exemple, pour parler de Benoît Gros, ou encore de Pascal Vincent, qui sont en deux bonnes organisations où il y a beaucoup de jeunes talents. Il y a vraiment pas mal de talents dans les deux organisations, à Winnipeg et à Tampa Bay. Ils ont un bon système de recrutement de talents. Donc là, ces deux équipes qui pensent qu'ils ont une chance de gagner la Coupe, je pense pas que si ça fonctionnait du jour au lendemain, si ça fonctionnait pas avec l'entraîneur en place. Je pense peut-être pas avec eux directement. Exact. Je pense pas qu'on irait avec un gars de la Ligue américaine. Peut-être pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Je suis pas dans la tête de ces gens-là. John Cooper, qui est en poste actuellement avec Tampa Bay, lui-même, quand son talent en finale de la Coupe Stanley, ironiquement, il était à sa première. Oui. Il arrivait de la Ligue américaine. Mais même que lui, ça a été quand même assez rapide. Là. Il a gagné à chaque ligue où il a coaché. Oui. En fait, je pense que dans chaque ligue qu'il a coaché, il a gagné le championnat à sa première ou deuxième année. Puis il a failli faire la même chose dans la Ligue nationale quand on était en finale de la Coupe. Ils ont perdu en finale. Mais c'est un bon coach. Une ascension assez rapide. Puis lui aussi, je pense qu'il a une approche beaucoup plus moderne, si je ne m'abuse, au niveau de la communication avec les joueurs. Je parlais avec Cédric Desjardins, l'ancien gardien de but, qui a été coaché, entre autres, par John, puis il disait il venait presque prendre une bière avec nous. Tu sais, quand tu parles d'une proximité puis des blagues, alors que tu sais des joueurs, alors que peut-être les coachs d'une autre époque, là, c'était très beaucoup plus tranchant, beaucoup plus mean comme coach. Là, mais c'est le rapport à l'autorité qui a clairement changé dans les c'est ça. 20 dernières années. Ouais, il y a eu un switch. Moi, j'avais, pour m'expliquer certains trucs que je vivais dans ma vie personnelle, j'essayais de voir qu'est-ce qui faisait que certaines personnes étaient extrêmement autoritaires et d'autres pas, puis qu'est-ce qui faisait que il y avait des gens qui étaient plus ouverts à la communication et d'autres pas. J'ai rapidement vu un corrélat assez élevé entre, tu sais, moi je viens, puis David aussi, puis on vient d'une génération où à l'école, les professeurs étaient tellement plus attentionnés, puis ils prenaient le temps, puis tout ça. Puis il y a une scission qui se fait là, à un moment donné, où il y a une génération vraiment que c'était dur à l'école. Tu sais, les professeurs étaient plus intenses, plus... Mais ça fait pas si longtemps que... Même au Québec, là, je veux dire, il n'y a pas si longtemps, c'est relatif évidemment, mais ça donnait encore des coups de règle, là, tu comprends? Il y a quelque chose avec l'autorité qui a changé dans les 20 dernières années ou 25 dernières années. C'est quoi un bon coach? Qu'est-ce que vous attendez quand vous êtes coaché? Vous attendez quoi de la personne qui vous coach? Je suis pas un athlète professionnel, mais je suis sûr que les athlètes veulent savoir c'est quoi leur rôle, puis ils veulent savoir qu'est-ce qui est attendu d'eux. Tu sais, puis c'est qui me disait, qui est passé au podcast, qui me disait qu'avant les coachs ils disaient aux gars au début de l'année c'est quoi ton rôle pour l'année, tu sais. Alors que maintenant je pense que les gars ont besoin d'avoir un suivi beaucoup plus proche. C'était-tu correct cette game-ci?
c'était correct la dernière, alors qu'avant, c'était comme, ouais, c'est ça pour l'année, là, je te l'ai dit, je veux que tu fasses ça, fait que fais ça pour l'année. Ok, maintenant, c'est comme, c'était correct, est-ce que je peux je pense qu'il y a besoin un encouragement, je pense, qui est supplémentaire. Je pense que, comme la génération renforcement. Je pense qu'aujourd'hui, ça doit plus ressembler, je pense, pour que tu aies un effort soutenu et positif de la part de ton joueur, si on veut, il faut que ça ressemble plus à ce qu'on recevait à l'école. Un suivi plus... quelque chose... Plus régulier. Je sais que ça a l'air bizarre, mais j'imagine mal un gars de 19 ans fonctionner à se faire gueuler après, aujourd'hui. Mais je pense que les gens vont se fermer. C'est pas bon ce que t'as fait! Mais ils vont se fermer, ça va aller. Je pense que ça va pas aller chercher le meilleur d'entre eux. Mais je pense que ça a commencé, tu sais, moi j'ai 30 ans maintenant, je sais pas, t'as 28, tu sais. Je sais que nous... Tu sais, c'est fou parce que nous, à l'école, c'était comme ça, mais moi, mon père puis ma mère, c'était pas comme ça, leur génération à l'école. Fait que clairement, il y a eu un switch au niveau de l'apprentissage dans les Je te vois réfléchir quand tu nous entends parler, Danny, à quoi tu penses? Non, mais en fait, je vous posais la question parce que moi, j'ai une conviction profonde là, que je vais vous partager. Ouais. Maintenant que vous avez parlé. C'est que la place d'un joueur dans l'équipe, mais c'est très relatif, la place qu'il va prendre, ça lui appartient. C'est son rôle, normalement, quelqu'un qui est très bien campé dans ses forces, son identitaire, il n'a pas besoin de se faire dire son rôle, il connaît. Il a besoin d'être réconforté, mais il n'a pas besoin de se faire dire quel est son rôle, mais il a besoin d'être réconforté. Il y a une grande distinction entre les deux. Pourquoi ça arrive aujourd'hui, puis ça arrivait moins dans le temps? C'est à cause de la grosseur des familles. Moi, je pense que le fait que maintenant, les familles sont beaucoup plus petites et que dans bien des cas, l'interaction peut être doublée parce que tu peux avoir un beau-père avec qui tu t'entends très bien, mais ton père biologique, c'est peut-être pas la personne avec qui tu as le plus de relations. Par contre, avec ta mère, oui. Mais tu comprends, c'est beaucoup plus complexe. Ouais. Donc, les gens ils vivent des insécurités beaucoup plus rapidement. Ils ont besoin, ils ont besoin d'être validés. Une chose ou de valider les choses par rapport à leurs émotions. Une chose qu'on faisait dans le temps, c'était ce qu'on appelle l'alignement fantôme. L'alignement fantôme nous permettait de dire, OK, voici les joueurs que j'ai, voici les espaces que j'ai à remplir, voici les rôles de chaque joueur. Quand je suis allé aux Olympiques, j'ai fait ça, là. Je préparais ça avec Tom Rainey. Voici notre alignement fantôme. Voici les profils des personnes qu'on cherche. Sans qu'il y ait de nom. Pas de nom. On n'a pas d'équipe. Exact. On a bâti l'équipe, mais on se fait un plan. OK? Une espèce de casse-tête, puis on va rentrer des visages là-dedans. On va se faire une photo de famille avec ça. On va faire un casse-tête. Ouais. C'est correct parce que c'est un événement à court terme, c'est 2 semaines, tu sais, on est mais dans une saison de hockey maintenant. Puis c'est drôle parce que demain j'ai une conférence avec des dirigeants de haut niveau, tous des présidents d'entreprise. Puis une chose que je veux leur parler, c'est que de jamais prendre pour acquis que la recette est parfaite parce que tout est en mouvance. Et que les gens aujourd'hui ont besoin d'accompagnement plus qu'avant. Donc, la dynamique de groupe implique et à l'opposé. Les gens sont moins... Aujourd'hui, l'esprit d'équipe, c'est plus difficile parce que tout le monde pense plus à soi en premier. Wow, c'est tellement Donc, c'est super important dans le groupe d'avoir des gens qui carburent à aider les autres. Que tu es vétéran, que tu bâtisses des grappes, des petites cellules à l'intérieur de ton équipe qui vont véhiculer le qui nous sommes. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? Pourquoi on est ensemble? En guillemets, les valeurs de l'entreprise. T'es vraiment en train de construire, en fait, tu construis une équipe un peu comme tu construis un corps qui fonctionne. Tu sais, chaque organe et tout interagit avec l'autre parce que sinon c'est... non, c'est vraiment intéressant. Je t'entends parler puis c'est vraiment intéressant. Est-ce que les directeurs généraux en place pensent à ça? Aucune idée. J'ai aucune idée. Je peux pas. J'aimerais tellement dire oui, ils font. J'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup plus de consultations auprès de psychologues sportifs, des espèces de gens en arrière-plan qui regardent les choses, tout ça. Mais je pense que ce qui est important dans la vie, c'est que les gens qui sont dans l'action soient inspirés. Parce que de te faire conseiller par des gens à l'extérieur, c'est bien.
Mais ça reste des gens qui te conseillent. Ouais. Il y a rien de plus fort que l'engagement. Tu sais, moi, je peux te conseiller, mais après, tu pars, t'en vas faire des affaires. Ben, écoute, moi, j'y ai dit, là, mais tu sais, c'est pas moi qui l'ai fait. Non, dans une équipe, c'est pas comme ça, il faut que ça marche. Quand tu conseilles, t'es moins engagé que la personne qui est avec toi à la guerre là, pendant le là, match. On y va tous les deux, là, puis OK, on va, qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est bon, là? Regarde, moi, je pense que ça, c'est nos forces, puis on a travaillé comme ça, puis on essaye de bâtir ça. Ça devrait être notre plan, il devrait être autour de ça. Puis là, ouais, mais là, t'as-tu pensé à... D'où mon immense déception de perdre des joueurs comme Radulov l'année dernière, qui clairement, en tout cas, moi, je me projette, tu sais, comme de manière très enfantine quand je regarde un match, puis je me dis, si j'étais un joueur, puis j'étais sur le banc, mais je voyais ce gars-là finir son shift comme il vient de le faire. J'ai tellement envie d'aller défoncer l'autre équipe ou genre de tout donner ce que j'ai. Puis des fois, c'est vrai que tu regardes des alignements ou des équipes et tu te dis, comme je sais pas, c'est sûr que ça peut rapidement devenir amorphe, là. C'est sûr que quand t'as des Jonathan Taves ou des Crosby qui se lèvent, personne peut, mais t'en boîtes le pas, non? Vous savez, je veux juste mettre quelque chose en perspective. Quand on parle d'un bon joueur, on a tendance à rendre le côté idéal, notre côté idéaliste, fait qu'on est comme en train de bâtir une légende. Tu sais, quand tu parles de quelqu'un qui est, je sais pas moi, je veux dire n'importe quoi, là, un grand joueur des années 50. Il est décédé, puis on parle de lui. Alors, on parle, il est toujours plus beau que, tu sais, plus parfait que ce qui était en réalité. Tu comprends? La vie dans une équipe de hockey, c'est un peu comme la vie, tu sais, dans un environnement X, Y, tu sais, il y a le quotidien, c'est pas toujours facile, puis les gens sont pas toujours, parfaits. Sont pas toujours parfaits. Ce qui fait que les gens deviennent parfait, c'est que durant le moment où ils doivent l'être, ils le sont. C'est un moment. Le bonheur, c'est comme le bonheur, la perfection, c'est un moment. C'est impossible d'être parfait, c'est impossible d'être heureux tout le temps. Mais c'est un moment. Tu vis des moments. Il faut créer un crescendo pour arriver à ce moment-là. Arriver à ce petit moment de bonheur, arriver à ce petit moment de perfection. C'est de l'exécution parfaite. C'est quelque chose, tu te dis, waouh! Ça vient d'arriver, c'est pratiquement magique. Tu sais, je pensais jamais que un tour de magie. C'est presque. mais c'est ça. Alors, quand tu bâtis une équipe, tu sais qu'il y a des pièces qui vont t'amener vers ce moment magique-là. Ceux-là, faut pas que tu les échappes. Il faut pas que tu les perdes. Radulov fait partie de ce genre de joueur-là. Mais il est pas parfait, Radulov, là. Non. Mais si tu veux qu'il soit parfait, tu vas peut-être pas le signer. Si tu veux qu'il soit comme ci, tu vas peut-être pas le prendre. Si tu veux que... Puis là, je suis pas dans la tête de ces gens-là. Non, je veux juste dire que tout est en mouvance. Tout ta job, c'est de les faire bouger de les amener vers ce moment-là recherché. Mais t'es quand même en train de, corrige-moi si je me trompe, mais de sous-entendre qu'il faut avoir des capacités, je veux dire, de compréhension de l'être humain très élevées pour construire des... On n'est pas du tout dans EA Sports, NHL, regarder des stats puis dire 92 de vitesse, il y a quelque chose aussi d'invisible, de transparent, là, comment cette personne-là va réagir dans telle situation par rapport à tel joueur et comment je fais pour créer. C'est une création en fait assez complexe, là. C'est presque plus artistique que... Ben oui. Il y a un peu des deux parce que tu sais, il y a une compréhension du jeu qui fait que tu vas réaliser par exemple que la vitesse a besoin de l'intelligence. Exemple. La vitesse sans intelligence, ça donne rien. La force physique a besoin de la vitesse. Parce que tu sais, fait qu'il y a des comme des espèces algorithmique tout ça. C'est ça. Fait que là tu te dis OK, quand je regarde ce joueur là, qu'est-ce qui est sa force? Qu'est-ce qui lui il y a des joueurs là qui ont du IQ là, tu sais, sont super intelligents. Les pieds bougent pas tellement là, sont pas tellement rapides, mais tout à coup, si t'es mis avec des joueurs rapides, là, ils ont l'air super rapides. Parce qu'ils sont plus brillants que la moyenne. T'as des gens à l'école qui sont pas bons dans quelque chose, mais si tu les places dans le bon environnement, tout à coup, ils deviennent bons à quelque chose qui est relié avec l'affaire qui sont pas bons. Mais l'autre affaire à côté, waouh, là, ils sont bons. Comme des ponts. Exact. Puis ça se crée par l'environnement. Puis ça se crée par l'amalgame. Il faut, c'est le doigté. Donc, oui, la compréhension du jeu, oui, c'est super important, mais il y a aussi les personnalités.
Ouais. Tu sais, parce que l'autre fois, je parlais avec Michael Bossy, c'était tellement... On parlait de Pacioretty. Mm-hmm. Ah non, il n'y a pas de cachette, là. J'ai dit, Pacioretty, il souffre parce qu'il est seul. Parce que les gars qui jouent avec le sentent pas. C'est pas le fait d'être égoïste, de pas travailler. Il a l'impression qu'il travaille dans le vide. Parce que lui, il est habitué que les autres travaillent en fonction de lui. C'est là qu'il est bon. C'est là qu'il est bon. Quand il y a quelqu'un qui travaille en fonction de lui. Donc, quand tu vas choisir un joueur pour le placer avec, il faut que tu prennes en considération que la personne, ça va être plus une personne qui va être qui va le materner un peu, tu comprends, dans le sens du terme, quelqu'un qui va être, de selfless. C'est ça, qui va être à son secours, qui va vouloir toujours le couvrir, l'aider à produire, puis qui va trouver sa valorisation dans la production de l'autre. C'était qui cette personne-là avant? Desharnais. Desharnais. Desharnais, c'est vrai. Desharnais. C'est... Alors, et là, je parlais de ça avec Mike Bossy, puis des fois, je dis, le danger, c'est que le gars, il finisse par plus travailler, plus rien faire, puis dire, en attendant que l'autre fasse tout pour lui. Ça peut pas être la prima donna du groupe non plus, là. Encore plus lui, parce qu'il est capitaine. Mais il est pas comme ça. Mais il est seul. Tu sais, il regarde autour, il est seul. Tu sais, il y a je sens une solitude dans son âme, dans tout son être. T'as raison. C'est un gars de 35 buts, là. Arrêtez de me dire qu'il est perdu à touch, là. Il a pas perdu ça en sortant de chez eux, là, quand ses clés de voiture ont tombé par terre, là. Écoute, à un moment donné, t'es bon ou tu l'es pas. Ouais. Lui, il est bon. Fait que là, on règle ça, là, il est bon. Maintenant, est-ce que l'environnement lui convient maintenant, aujourd'hui? Non. Alors lui, il me parle, là, on parle comme ça, en ondes. Alors lui, il me dit, c'est comme moi avec Brian Trottier. Là, j'étais tout oui. Et ce qu'il m'a dit, c'est fascinant. Il m'a dit, tu sais, là, il dit, il fallait absolument que je trouve une manière de lui faire plaisir, moi, à Brian, parce que lui, là, c'est lui qui m'alimentait. Moi, j'en scorais 50 par année, il me trouvait partout sur la glace, là. Mais j'ai dit, c'était quoi? Il dit, je savais que des fois, j'avais la rondelle, je lui faisais la passe, puis je voyais, j'aurais pu me démarquer encore, je voyais le trou, là, tu sais. Mais je m'en allais au filet. Fait que là, dans le fond, ce qu'il me disait, c'est, je m'en vais au filet en me disant, lance. Je te donne. Je te la donne. Score. Ouais. Si tu scores pas, je vais ramasser le rebound, mais là, c'est toi qui l'as, la shot. Je la prends pas, je te la donne. Avec une forme de générosité. Absolument. Et si vous prenez du recul dans vos métiers respectifs, dans ce que vous faites, quand tu fais de la scène, si t'es pas généreux, t'as pas de punch. Faut que tu sois généreux. Quand tu vas te donner. Quand tu fais de la scène, tu vas te donner. Tu te donnes. Quand tu te donnes, les gens, ils sentent ça. Quand tu joues pour l'autre, tu y passes pas à pas que d'un patin. Tu y mets sur le tape. C'est ça. Alors, c'est ça. C'est de trouver ça. Cette chimie. Puis justement, quand on parlait de le papier versus la réalité, sur papier, ce gars-là, pour Pacioretty, sur papier, c'était Jonathan Drouin. Tu sais, sur papier, il fait un passeur. En fait, moi, j'ai jamais pensé que ça marcherait. J'ai eu vraiment d'instinct parce que juste ce que j'avais vu de Jonathan Drouin, c'est un gars qui a besoin de créer des œuvres. Quand il est sur scène, il a besoin que ça soit... Il y a un peu de Kovalev en lui, non? Oui, c'est ça. Il a besoin que... Lui, là, je pense que ce qui le motive, ce gars-là, c'est que ça va être beau. Tu sais, il va se passer quelque chose. Il va avoir des étincelles. Pacioretty, c'est tellement pas ça. C'est genre... plus un shooter. Moi, je vais être là. Pouvez-vous me trouver, s'il vous plaît? Je pense pas que lui, ça l'excite, ce genre de joueur. Il doit pas être sur la glace puis dire, c'est le fun, je vais trouver Pacioretty. Ouais. Je pense qu'il a plus de fun avec un Sherbak. Parce qu'un Sherbak, que j'ai vu la game hier, en passant que je sais pas pourquoi ce gars-là, il est pas à la hauteur de ce qu'on disait de lui. Il y a quelque chose, Sherbak, mais il y a quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'il est pas à la hauteur de ce qu'on disait? Je sais pas. On avait dit que c'était un gars qui allait percer l'alignement plus vite. Ça fait pas si longtemps. Il est juste à sa deuxième... 22 ans, là. Il a 22 ans. Mais ça fait quand même, je pense, 4 ans qu'il a été repêché. Mais c'est juste sa troisième saison professionnelle, mais il y a eu une blessure, là. Fait que finalement, c'est comme sa deuxième... Il est pas tant en retard. Il est pas en retard. Je pense pas. Mais il est comme sur la limite de commencer à être, en tout cas,
Mais cette année, avec le hockey d'aujourd'hui, où à chaque année, t'as genre des surprises. Tu sais, on s'attend, parce que chaque année, t'as un Victor Mété qui apparaît, puis là, tu fais, ben oui, il y a des gars comme ça en bas, c'est juste qu'on leur donne pas Mais cette année, je peux pas le défendre, mais c'est que Sherbak, cette année, il est plus qu'un point par match. Je sais. Bon. Moi, je suis très content de ça, parce que je trouve que c'est un beau joueur. J'aime bien sa façon de jouer. Mais bref, hier, j'ai regardé la game avec Drouin, puis je trouvais que les deux ensemble, Danny, j'ai hâte d'avoir ton avis là-dessus. Je trouvais que c'était beaucoup plus beau que Drouin et Pacioretty, parce qu'il y avait comme une communication, il y avait une tentative de créer quelque chose, il y avait, moi en tout cas comme spectateur, j'avais une excitation que j'avais pas quand je voyais les deux autres nécessairement. Mais en fait, moi je pense que Jonathan a besoin avec lui, pour le moment, je pense pas que la place la plus efficace, c'est au centre pour lui. Enlever les responsabilités défensives pour lui permettre d'être à son meilleur. Donc, ça me fait de la peine d'admettre ça en passant. On est dans l'équilibre. Parce que le fan en moi avait investi beaucoup d'amour dans la possibilité qu'on avait enfin un joueur. Faut pas se convaincre des mensonges. Faut pas se convaincre. Pensée magique. Non, c'est pas bon. Alors, moi, comme je dis, il y a un peu de Kovalev dans lui. Oui. Ça me ramène à l'expérience Kovalev à Montréal. Kovalev avait vécu ses meilleurs moments à Montréal avec Plekanec. Alors, Plekanec est en fin de parcours. Je suis pas sûr qu'il est encore capable de faire ce qu'il a fait, mais il faut que ce soit donc Philippe Danault. Parce que Philippe Danault, c'est l'émule de l'autre. C'est comme un peu Plekanec. Différent dans certaines facettes de jeu, parce qu'il est plus costaud, je pense, dans son jeu. Il est plus engagé physiquement. Mais fondamentalement, il fait la même chose. C'est le même genre de joueur. Donc, c'est un deuxième centre qui est très fiable défensivement, qui joue pour les autres, totalement, et qui a besoin qui est très linéaire. Donc, lui, il amène la rondelle en zone adverse. Lui, c'est un gaucher, il passe à droite. La première passe, la passe la plus facile est toujours celle qui va faire sur son coup droit. Là, je vois Jonathan rentrer dans la zone avec la rondelle. Je le vois avoir la rondelle quand il y a de la vitesse, avoir la rondelle quand il est ouvert. Mais si Danault peut pas nourrir un Pacioretty d'un côté puis un Drouin de l'autre, ça se pourrait-tu, ça? Ou les deux sont trop... Ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver parce que moi, la seule chose qui est importante, c'est que qu'ils soient pas un à côté de l'autre. Ils peuvent être sur la même ligne, mais je pense pas qu'il faut qu'ils soient à proximité l'un de l'autre. Il faut que ce soit des options, il faut qu'ils se complètent. Mais qu'est-ce qui, c'est quand même, c'est une belle proposition là que tu viens de faire, puis genre ça fait du sens. Je l'entends, je dis oui, mais ça n'a pas été essayé une fois de toute l'année. C'est quand même hallucinant parce que. Ouais. Parce que ça fait vraiment du sens. Oui, je les vois bien jouer ensemble. Je veux pas couper le truc, mais il y a trop de trucs que je veux parler à Danny, parce que Danny, il a toute une vie derrière lui, là. Mine de rien. Ouais, tu me dirais s'il y a c'est bon, truc. Je regarde. Sens-toi bien à l'aise. Non, c'est parce que Danny, Adib est allé aux Olympiques. Et là, les Olympiques de Pyeongchang approchent, sans les joueurs de Ligue nationale. Mais Danny était comme là. Mon expérience. Ouais, c'est ça, exactement. Parce que Danny, en fait, c'est les derniers Olympiques avant que les joueurs professionnels aient le droit d'être aux Olympiques. Donc, à Nagano, lui, c'était l'Île-la-Mer 94. Et c'est ça, en fait, comment tu t'es ramassé... Parce qu'on parlait de ton coaching au début, comment tu t'es ramassé assistant coach de l'équipe canadienne olympique, justement, à une époque pré-Ligue nationale, mais en tout cas, tout ça, comment c'est venu à se faire? En fait, c'est un peu curieux. On m'a téléphoné pour me dire d'appliquer. Donc, ça, déjà, à la base, c'est rare qu'on te dise, va faire il faudrait, pourquoi t'as pas appliqué? Je dis, écoute, mon anglais est pas très bon, j'ai pas beaucoup d'expérience, tout ça, mais tu devrais appliquer. C'est drôle, ça, quand même. Ouais. J'ai appliqué sans trop de conviction, puis je suis allé en entrevue, j'ai fait 3 entrevues, puis on va te rappeler. Ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, écoute, est-ce qu'on peut parler de contrat? C'est comme ça. Et dans cette équipe-là, pour te mettre en contexte, Adib, il y avait plusieurs joueurs, dont un certain Paul Kariya. Entre autres. Il y avait Manny Lagacé qui était là. Alain Roy qui est passé au podcast, qui maintenant agent, était 3e gardien sur cette équipe-là. Il y avait d'autres joueurs aussi, peut-être de mémoire. Il y avait pas... Peter Nedved qui avait une double nationalité qui était là. Peter Nedved qui, juste petite parenthèse, hier pour le retour de
Jagr en Ligue tchèque. On a dit, ben là, si Jagr joue, moi aussi, est sorti de la retraite pour jouer la game. Ah ouais? Ouais, pour le plaisir, parce que pour eux, c'est une certaine forme de Ligue de garage. Il y a une deuxième division tchèque quand t'arrives de la Ligue nationale. Ouais. Fait que hier, la mise au jeu protocolaire, c'était Nedved et sa barbe grise de gars qui était chez eux il y a 15 minutes. Et Jagr qui, à la mise au jeu, c'est le fun comme dans le temps, oui, comme dans le temps. Parce que bon, c'est pour le plaisir. Ouais. Mais bref, Nedved avait en effet la double citoyenneté canadienne et tchèque. Et il était cette fois-ci sur l'équipe canadienne. Ouais. Mais je veux parler de Paul Kariya parce que c'est son année, là, il ressort de l'ombre là, avec son introduction au temple de la renommée, puis bon, il a comme un peu vécu le calvaire avec les commotions, puis sa carrière avait fini très sec et ça l'avait laissé un goût amer en bouche, c'est qu'il l'a maintenant digéré et maintenant il en parle ouvertement. Mais tout le monde, Alain Roy, tout le monde sur mon passage me parle de Paul Kariya comme d'un gars exceptionnel. Qui était, on en parle comme un autiste du hockey là, quand on parle de lui, mais qui avait un niveau d'engagement élevé hors de la norme, puis qui était vraiment un athlète spécial. Puis je sais que tu avais des impressions, puis tu avais des souvenirs sur Paul Kariya, puis j'aimerais ça que tu m'en parles. Ben, en fait, Paul Kariya était tellement exceptionnel que il m'a déjà dit une fois qu'il s'entraînait pour le moment ultime. Tu sais, puis je lui avais demandé, tu sais, parce que je disais, bon, tu sais, tu peux débarquer, on prenait l'avion, puis, tu sais, puis il m'avait dit, tu sais, je me prépare pour le moment ultime. Fait que, c'est quoi le moment ultime? Ben, c'est quand je vais sauter sur la glace pour faire la différence. Puis, c'est ça. Fait que, quand on est allé aux Olympiques, puis il a fait la fusillade, puis c'était le moment ultime, et il se retourne, puis il te regarde, là, puis, tu sais, c'est là. Il veut y aller. Il va, puis il score, puis là, la deuxième fois, il me demande, il dit, qu'est-ce que je fais, tu sais? Parce que là, il est allé, il a fait ça. Ben, j'ai dit, what's your best move? Fait qu'il me regarde, puis il dit, well, I already did it. Parce qu'il avait été une première fois, puis il avait compté. Puis là, il l'avait renvoyé. J'ai dit, listen, it's no time to reinvent the wheel. Just, do I look like a scorer? Do I look like a goal scorer? Come on, Paul. Just go with your best move. Fait qu'il est allé, il a refait le même move, mais il a docké l'épaule avant. Le goaler, lui, il s'était fait battre du côté du gant. Tommy Salo. Oui. Lui, il n'a jamais voulu essayer de... Fait qu'il a plongé. Il a plongé pour harponner Paul. Puis Paul a shooté dans le haut du filet, mais en plongeant, sa jambière en arrière. Oui! Puis il a tapé le coin de la... Disons-le par hasard. C'est un hasard. Et il l'a raté? Pur. Ben, il l'a bloqué. Lui, il a bloqué. Par chance. Puis nous, on a perdu la médaille d'or comme ça. Là. C'est le fameux but, en fait, de Forsberg à une main, le one-handed move. Puis, je me rappelle de ça. Comme je l'avais dit avec Alain Roy dans cet épisode-là, mais c'est très drôle parce que ça, pour les Suédois, la nation suédoise, c'est un moment historique, évidemment. Mm-hmm. Tellement que ce but-là, ce fameux but-là, ils en ont fait un timbre. Sauf que sur le timbre, il y a Forsberg qui marque le but, mais il y a aussi le gardien de l'équipe canadienne qui s'appelle Corey Hirsch, que j'ai vu il y a quelques semaines. Ah oui, c'est ça. Et Corey Hirsch, il a dit, vous m'avez pas demandé la permission pour que je sois sur votre timbre. Alors lui, il a actionné et ils ont dû enlever le timbre, retirer le timbre du marché parce que lui, il était immortalisé comme un loser de l'autre côté. Mais tellement pas un loser, je veux dire, c'est tellement un beau but. Ouais, je sais, mais ils ont fait... C'est partie de l'histoire. Ouais, c'est ça. Non, mais je le comprends. Ouais, exact. Ben, je vous raconte une anecdote incroyable par rapport à ça, cette situation-là. Mm-hmm. C'est que nous, durant toute la période olympique, l'avant-olympisme, on s'est préparé. Fait qu'on a eu des tournois, des tours. Bon. Puis là, tu évalues tout, t'essayes. Toutes les choses que tu mets en place sont super importantes. Tu sais. Une des choses qu'on a remarqué avec Corey, c'est que il est pas capable de se placer en position papillon et de réagir. On comprend? Il est capable d'aller en papillon, mais une fois qu'il est en papillon, il bouge plus. OK. Donc lui, là, c'est vraiment un gardien de but pour jouer debout. C'est sûr qu'aux Olympiques, c'est pas le meilleur des scénarios. Notre autre gardien a 20 ans, là. C'est Manny Lagacé. Mais lui, il est très athlétique, c'est un acrobate, il est souple. Puis lui, dans les fusillades, il a gagné la médaille d'or au championnat du monde junior en fusillade. Puis toutes les fois qu'on l'a placé dans des situations de fusillade,
il bloque tout, tu sais. Fait que nous, on se dit, si on est pour aller en fusillade, est-ce qu'on change le gardien? T'envoies un gardien froid, là, garde-le en tête, un gardien qui était sur le banc. Ouais. Fait que là, dans notre tête, on dit, c'est possible. Si on le fait une couple de fois, tu sais, peut-être que c'est possible. Fait qu'on, dans les entraînements ou dans les matchs, on commence un entraînement, on fait des fusillades tout de suite, on regarde comment ils réagissent quand ils sont à froid, on prend toutes sortes de petites décisions un peu weird, mais dans le fond, c'est ce qu'on fait, là, tu sais. Et là, on arrive à l'entraînement. Le match a lieu le lendemain. On a un entraînement. Et Manny Lagacé est dans le filet, puis il faut qu'il passe plus de temps que les autres. C'est notre backup. Fait qu'il reste là avec certains joueurs, puis tout ça. Et quand l'entraînement est fini, il sort du filet et il y a un joueur qui lance, puis il l'atteint sur l'extérieur du genou. Il n'a pas joué la finale. Ouais, c'est ça, en fait. Je me souviens, en fait, Donc, on n'a pas changé de gardien. Mais ça aurait été. Wow, ça aurait été Manny Lagacé. Et là, je fais juste tout le monde se souvient du but, la manière que c'est marqué. Ouais. Si ça avait été Manny Lagacé, est-ce Est-ce qu'il serait resté statique? Est-ce que lui, il l'aurait arrêté parce que lui, il était beaucoup plus flexible, plus acrobatique. Parce que tu le vois, le Corey Hirsch, qu'il n'y a pas le... Il est déporté. Puis c'est pas super loin, en plus, parce que il met, en fait, la rondelle, il passe en dessous du gant à Corey Hirsch. Même que Forsberg dit, je pensais pas avoir compté parce que, bon, puis bref, si ça avait été un gardien encore plus flexible. Mais oui, en fait, parce qu'Alain, lui, il était 3e gardien, puis Alain, il dit, je gaulerai pas la médaille. Manny se blesse. Ah, OK, fait que je suis backup finalement. Et dans la prolongation, Alain me racontait qu'un moment donné, quelqu'un est rentré dans Corey Hirsch. Puis Corey Hirsch s'est pas relevé. Puis là, il s'est dit, non, c'est pas vrai. Je suis passé du gars qui venait plus aux Olympiques à... J'arrive froid, non, en overtime. En finale. Ça finit pas là. C'est ça. C'est ça. Puis il dit, non. Puis il dit, écoute, je priais pour que Corey se relève parce que là, je peux pas rentrer à froid en overtime. La game médaille d'or, de quoi je vais avoir l'air, tu sais. Lui, il go à Harvard, Alain. Ouais. Puis, en tout cas, bref, finalement, Corey s'est relevé, mais il y a eu le frisson de sa carrière à ce moment-là. Ouais. Alors, c'est... Et puis, c'était George Kingston, qui est un bon ami, qui était le directeur général de l'équipe. Et on en a reparlé, je l'ai revu il y a un an et quelques, puis t'en souviens-tu? Oui, je m'en souviens. Il dit, imagine s'il avait été là. Le scénario aurait peut-être été différent. Puis ça avait rien à voir avec Corey, ça avait tout à voir avec les forces et les faiblesses. C'est ça, est-ce que Manny le sait, ça? Oh oui, il sait. Il sait que ça aurait été lui? Oui, il sait qu'il aurait pu embarquer, oui. Il savait all along, là, il l'a su tout le long, là, qu'il aurait pu, on n'était pas, on aurait pu faire le changement. Vraiment? Mais bon. On vit pas dans le passé. Mais quand même, c'est l'histoire. Mais c'est quel souvenir tu gardes de l'expérience olympique? Écoute, moi, c'est un grand moment, c'est premièrement c'est ton l'entrée d'entrer dans le stade, tu sais, t'es là, tu représentes ton pays, t'es dans le stade, puis là, c'est, je sais pas combien de milliers de personnes qui sont là, puis tu sais, c'est comme un rêve d'enfant, là, tu sais, tu rêves que tu vas être, tu rêves à ça, tu vas jouer dans la Ligue nationale, tu vas aller aux Olympiques, t'es pas assez bon, là, donc, mais t'es là. J'ai été là pas comme athlète, mais comme coach. T'es un Olympien, puis t'as ta médaille d'argent. Elle est où aujourd'hui, ta médaille? Mais j'en ai pas, les coachs en ont pas. Ah non! Non, j'ai une bague. J'ai des bagues comme tous ceux qui font du sport, puis quand tu gagnes des championnats, bon. Fait que et cette bague-là est très précieuse pour moi, puis mon fils Gabriel, j'ai toujours dit, tu sais, ce que tu veux, tu peux l'avoir, tu sais. S'il n'y a rien d'impossible, là, nous autres, ça, pour moi, cet événement-là, c'est comme un peu l'incarnation de tout est possible. Ouais. Parce que pour une job qu'on t'a dit d'appliquer, c'est quand même fou. Ouais, non, mais aussi pour les événements, parce que Todd Alushko, qui est un de nos joueurs, son père est mort du cancer quelques mois avant les Olympiques. Puis il avait promis la médaille d'or à son père. Puis il nous l'a dit à tout le monde dans le vestiaire. Puis ça a été tellement un élément porteur durant les Olympiques. Ce gars-là, écoute, il s'excusait à son père là, en regardant au ciel quand on a perdu. Là. Tu sais, quand tu te parles de moments forts dans une vie, c'est assez exceptionnel. Fait que, tu sais, je garde ça en tête. Je regarde, tu sais, je revois des images de
Paul Kariya, qui était un jeune homme puis qui était mature. 19 ans, je pense. Ouais. Je pense que c'est un des plus beaux joueurs que j'ai vu de ma vie. Puis lui là, si c'est un de ceux qui m'a fait aimer le hockey. Ouais, dans le hockey d'aujourd'hui. Lui, dans le hockey d'aujourd'hui là, il était superstar, c'est méga superstar. Puis tout ce qu'il faisait, lui, il avait la qualité d'être en même temps que d'être créatif, tout ça. Lui, là, il était explosif, il était capable d'aller au filet, il avait pas peur d'aller dans la circulation, il faisait tout, là. C'était un joueur extraordinaire. C'était un gars de 5 pieds 10, là. Ouais. C'est pas un gros joueur. Non, mais aujourd'hui, ça serait quelque chose. D'avoir la chance de côtoyer des gars comme lui, tu sais. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si ça tu te souviens, mais encore une fois, une autre affaire qu'Alain m'avait racontée qui m'avait beaucoup fait rire, c'est que quand vous avez le match s'est terminé, il y a les procédures antidopage, et il arrive, il prend des joueurs au hasard. Et là, il avait amené des joueurs. Il se ramassait les joueurs. Je pense qu'Alain faisait partie de ces joueurs-là. Oui. Et il se ramassait avec, je pense, justement, Forsberg du monde. Tu te ramasses avec l'ennemi dans une petite salle en train de pisser dans un pot, tu sais, puis ils sont là, puis ils te regardent. Et Paul Kariya, qui se donnait comme si à chaque fois sa vie était sur la ligne, avait tellement sué qu'il y avait plus assez d'eau dans son corps, puis ils ont jugé son échantillon invalide. Et là, il a dit, excuse-moi, on peut pas te saler, ton échantillon est invalide. Mais là, l'équipe canadienne allait célébrer, comme disait peut-être un peu, bon, pas célébrer dans le sens de la victoire, mais quand même, allait manger ensemble. Et Paul, apparemment, est arrivé un 4 heures plus tard. Parce qu'il fallait qu'il reste pour boire. Puis, fait que non seulement tu perds la médaille d'or, mais après ça, tu peux même pas juste aller avec tes coéquipiers débriefer. C'est quand non, toi, tu restes vraiment ici. En tout cas, ça, tu t'en souviens, ça? Ouais. Quel moment. Après les Olympiques, j'ai vu des affaires, je me suis dit, je sais pas si c'est une erreur. Je me demandais à Danny, ça dit, c'est peut-être une erreur, mais ça dit, t'as-tu joué du hockey semi-pro 9 games en 97-98? Non. Ça disait ça sur Hockey Dubé, ça se peut pas que ce soit lui. Non. Puis ça disait, parce que ça disait pour Danny Dubé, puis là, il doit en avoir un autre. Tu sais, 2 games de roller hockey en 95-96, ça se peut pas que ce soit toi, ça. Non. Impossible. Mais, en 96-97, n'aurais-tu pas été sélectionneur pour l'équipe nationale de France? Oui. Oh. J'ai été, Cristobal Huet, c'est le début de son aventure professionnelle. Ça coïncide avec la sélection de l'équipe de France. Ouais. Donc toi, t'as vu un Cristobal Huet jeune? Oui, il sortait des juniors. Est-ce que tu te disais à ce moment-là, ce gars-là pourrait jouer dans la Ligue nationale? Non, mais nous, le plan qu'on avait, qui s'est produit avec Hockey France à l'époque, là, moi, j'avais fait une recommandation à mon directeur général de le sortir de la France, là, en fait, de l'envoyer jouer ailleurs. Ce qu'ils ont fait avec lui, là, qui ont joué en Suisse, c'est ça. Parce que il y a des joueurs qui étaient trop forts pour les autres. Lui, il faisait partie de cette catégorie-là. Okay. Puis, c'est fou quand même. Hein? Ouais. Mais toi, dans le fond, qu'est-ce que ça impliquait ta job de sélectionneur de l'équipe nationale? C'est le coach d'équipe. OK, carrément. Je m'occupais de tous les programmes de développement en France. OK. Attends, c'est une expérience quand même. Oui. Mais ça n'a pas duré parce que la fédération a été mise en tutelle. C'est que, mon Dieu. Ils n'ont plus d'argent pour te payer, puis tu as 2 petits-enfants. Tu as une place à aller travailler. Là, je suis allé travailler en Nouvelle-Écosse. Je suis allé travailler comme directeur général et entraîneur des Screaming Eagles. Okay. Ça a été ma dernière année de coaching. Là, c'était comme un peu plus difficile avec la famille. Là, ça devenait plus... Mais tes enfants étaient en bas âge. Ouais, mais c'est ça. Là, ça devenait plus difficile. Les écoles, les affaires, toutes les... De déménager, tu veux dire? De déraciner tout le temps la gang, la famille, tout ça. Ça, je voulais t'en parler parce que on dit de toi, on m'a dit de toi que t'es à la fois, ça c'est ça qui est intéressant de ce parcours là, mais t'es à la fois très carriériste, tu manges ton métier, t'aimes ça, t'es très engagé à 100% dans ta carrière, mais t'as aussi la priorité numéro 1 qui est la famille. Ouais. Et t'as toujours jumelé les deux à un niveau assez... Parce que c'est pas vrai que c'est des jobs faciles. Il y a trop de pression, de up and down émotif, de déménagement, de route, d'horaires incompatibles pour que tout le monde fasse ça. Ouais, mais tu sais, il y a des gens qui sont meilleurs que moi pour faire ça. Je trouve qu'il y a des gens qui ont réussi à concilier les deux plus facilement que moi. Moi, comme je disais tantôt... quand je faisais du basic quand j'étais jeune, c'était jusqu'à l'épuisement. C'est un peu de même au travail. Puis à un moment donné, t'oublies ton monde. Puis
Enfin, t'arrives des fois à croiser des chemins. Tu sais, ce que tu veux avoir, là, tu peux l'avoir, mais faut que tu payes un prix, tu sais. Ouais. Bon, moi, le prix, moi, ce que je voulais, je l'ai. Ma famille, c'était important. Mes enfants, mon épouse restaient avec le même monde. J'étais un père avant d'être un coach. Ça, c'était, dans ma tête, c'était clair. Ça veut dire aussi que si j'avais été meilleur pour concilier les deux, j'aurais peut-être pu continuer à coacher, mais j'étais pas capable. J'étais pas bon là-dedans. Donc, je devenais, si t'es pas capable de faire la part des choses, ben tu deviens. Je trouvais que il y a des journées où j'étais un mauvais père, tu sais, où j'étais un mauvais conjoint parce que j'étais trop dans mes affaires, j'amenais trop mes problèmes à la maison, j'étais pas capable de me sortir de là, j'étais pas capable de sortir de ma job. Fait qu'à un moment donné, tu sais, il faut. C'est quand que t'as réalisé ça? Ben, écoute, c'est une journée à la fois. Il y a des moments où c'est plus grave que d'autres, mais tu sais, les dernières années, ça a été difficile, mes dernières années de coaching. Puis là, est-ce que tu veux continuer à faire ça ou à vivre de cette façon-là toute ta vie? Tu sais, est-ce que tu veux que toute ta vie, ce soit ça? C'est à toi à décider. Ta famille veut revenir au Québec pendant que toi, tu es à l'autre bout du Canada, à Nouvelle-Écosse, tout seul. Ça me tentait pas. Donc, à un moment donné, la vie fait bien les choses. Moi, j'avais quand même des opportunités de communication, beaucoup. Même pendant que je coachais, je me faisais souvent offrir. Puis là, Jean Gagnon, qui est aujourd'hui avec qui je travaille à la radio, était le directeur des sports à TVA. Ouais. Puis lui avait été nommé directeur des sports parce que il travaillait à la radio, puis il m'avait demandé de faire une collaboration, puis c'est une de ces belles collaborations qu'il m'a dit là, que ça lui a aidé sa candidature quand le poste est ouvert. Puis quand il a eu la job comme directeur des sports, moi j'avais fait des collaborations avec lui durant les Olympiques. Puis il m'a téléphoné, puis il m'a dit écoute, merci, puis t'as fait une super job, puis là aujourd'hui puis pendant 3 ans, il m'a appelé pour m'offrir des jobs. Puis à un moment donné, avec ce que je viens d'expliquer, l'opportunité était là. Puis y a-t-il des moments donnés, parce que tu sais, t'es un gars qui est tout le temps positif, optimiste, on y va, on le fait. Y a-t-il des moments donnés avec ta femme puis avec tes 2 enfants où tu t'es dit, moi, ça m'intéresse. Pourquoi on fait tout ça? Là, oui, c'est sûr, mais tu sais, ce qui te drive des fois, c'est un peu bizarre. Moi, c'est... tu sais, je voulais réussir ma vie. Tu sais, j'étais un aventurier, je voulais que ma vie soit pas banale, je voulais pas... je me voyais pas faire la même chose tous les jours, avec le même monde tous les jours. Je pouvais être avec le même monde, mais pas dans le même environnement. Il y a beaucoup de choses qui, rapidement, j'ai détecté par rapport à ce que j'aimais pas. Je savais pas ce que j'aimais, mais ce que j'aimais pas, je savais. Fait que ça, quand je voyais les affaires que j'aimais pas se pointer, là, tu sais, ça m'a amené ailleurs. C'est ce qui m'a fait quitter ma job à l'université. Même si ça a été un super bon tremplin, de bons moments, j'ai pas de regrets, mais à un moment donné, c'était assez. Tu sais, je me voyais plus. La job administrative me tirait beaucoup, puis le coaching, j'avais moins de temps pour coacher. Ça me dérangeait. Tantôt, on parlait de idéaliser un peu les choses là, ou les gens. Tu sais, c'est sûr que la job que tu as à 98.5 de suivre les Canadiens, puis ça, moi, je pense de mon point de vue, puis du point de vue de beaucoup de fans de hockey, c'est comme la plus belle job au monde. Je pense que c'est vraiment genre, tu sais, dans le top 10 des jobs de rêve là, que quand t'es jeune, tu encore une fois, dis, on les idéalise. On les idéalise, mais est-ce qu'il y a des trucs que genre qu'on idéalise qu'on sait pas, ou est-ce que ça se vit comment cette expérience-là d'avoir une job que juste 2 personnes sur Terre peuvent avoir? Regarde, c'est drôle parce que moi je pense qu'il y a deux affaires très importantes, puis je dis souvent aux enfants, je dis il y a la passion de ce que tu fais, puis il y a avec qui tu le fais. Tu sais, souvent tu peux être passionné de quelque chose, ben c'était pas le bon entourage. Parle-en à Pacioretty. C'est ça. Puis nous, Martin puis moi, on a ce privilège-là, ça marche. Vous êtes des amis aussi. C'est ça. C'est devenu avec les années, on a une belle complicité, on est privilégiés d'avoir l'un et l'autre. Donc,
Ça, c'est pour une partie de la communication. Pour moi, c'est une autre affaire que je dis aux enfants. Ouais. J'ai réalisé que j'avais du talent là-dedans parce que je le faisais facilement. Puis pour moi, je disais toujours aux joueurs, puis j'ai toujours dit aux enfants, si tu fais quelque chose facilement, c'est parce que t'es bon là-dedans. Colle-toi là-dessus. C'est intéressant, ça. Colle-toi là-dessus. Ça veut pas dire que tu n'auras pas besoin de travailler si tu veux devenir meilleur, si tu veux être le meilleur. Tu vas toujours avoir à travailler. Mais ce que tu fais avec aisance, c'est la démonstration du talent. Sois ouvert à tes aptitudes naturelles. C'est ça, exactement. Mais on a tendance à vouloir forcer un peu là où c'est pas nécessairement notre aptitude. Ouais. Et c'est là que la souffrance souvent va... Inutile, souvent. La souffrance inutile, parce que la bonne souffrance, celle du progrès, celle du gym, celle de s'entraîner, celle de faire des cônes à la patinoire tout seul, toute cette belle souffrance-là qui vient avec des résultats super le fun, mais t'as l'autre souffrance qui est effectivement de forcer la note. T'as des spécialistes en physiologie de l'entraînement, analysent les grands champions puis disent que la plupart du temps, c'est parce qu'ils ont le profil d'emploi. Ouais, c'est ce qu'ils font, là, ils sont une prédisposition, c'est facile pour eux de le faire. Donc, mais tu sais, tout ce qui est ce que je faisais et que je fais plus, il y a eu un deuil, là, ça a pris un temps, tu sais, parce qu'il y a rien de coaching, ça? Oui, parce qu'il y a rien de plus thrillant que d'être dans l'action. Ouais. D'être là, c'est une chose, mais de le faire, c'est une autre chose. Est-ce que tu te remets de ça à un moment donné? Pardon? Est-ce que tu t'es remis de ça à un moment donné? C'est-à-dire, cette adrénaline-là, que tu peux pas, est-ce que tu peux la remplacer ou juste passer à autre chose? As-tu des cicatrices? Si j'ai des cicatrices, oui, j'en ai. C'est la même affaire. Ça finit par guérir, mais ça laisse une trace. Ça laisse une trace. C'est ce qui te définit. C'est pour ça que quand je suis là, puis je fais ça à 95% du temps, à moins d'être, tu sais, personne n'est parfait, là. Il y a des journées moins bonnes que d'autres, mais de façon générale, quand je suis là, tu sais, je tripe sur ce que je fais, puis je suis dedans, puis c'est... Est-ce que c'est arrivé des moments où tu t'es dit, OK, non, je veux laisser les médias, je veux retourner? Si, mettons, tes enfants vieillissent, ou non, jamais... Oh, j'ai pensé, en cours de route, tu y penses, mais à un moment donné, tu te dis, tu sais, que tu peux pas faire une vie à toujours être ailleurs d'où tu es. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait mon choix il y a longtemps, choix très raisonnable. Ce que je suis devenu, j'aime ce que je suis devenu, j'aime ça, j'aime ce que je fais, je suis bien, je suis heureux, j'ai plein de projets, je fais d'autres choses, j'ai écrit des livres, je suis en train de préparer une plateforme pour je l'espère, aider le hockey à être encore meilleur. Moi, je considère que tout, tu sais, que moi je t'ai découvert comme celui qui communique dans les médias. Tu sais, je savais pas, moi, quand j'étais jeune puis je te voyais à la télé, je savais pas que tu étais coach avant. Moi, j'ai rencontré cet homme-là qui communique dans les médias, puis tu sais, aujourd'hui, en vieillissant, je connais un peu plus le parcours, puis c'est tout ce que tu étais comme coach, ça existe tellement dans ta manière d'analyser les matchs et tout ça. Fait que c'est beau de voir que dans la vie, tu sais, tout ce qu'on fait, finalement, ben, ça converge vers des points où, c'est jamais perdu. Non, vraiment pas, c'est... Mais j'ai juste une petite question, je te jure. J'ai une question, ça m'intéresse tellement parce que c'est des enjeux que je vais... C'est pour ça que toi aussi. C'est pour ça que t'es là à dire. Mais tu sais, le fait d'avoir une job où t'es sur la route, beaucoup, ça, et justement, parce que je considère que aussi, c'est une de mes priorités dans la vie, la famille. Puis je veux vraiment mettre ça, tu sais, à l'avant-plan, mais on a aussi des métiers où il faut qu'on se déplace constamment, puis aussi changer de continent, tout dépendant des... On en parlait récemment avec des amis humoristes, justement, on parlait de conciliation famille, travail. On a des modes de vie un peu similaires, je trouve, les humoristes aux joueurs de hockey. Des fois, c'est vrai. Je connais pas beaucoup de gens qui ont du succès dans notre métier. Qui doivent pas se déplacer. Qui doivent pas mettre l'aspect familial de côté pour un certain temps. Puis c'est moi, je considère ça traumatisant. Moi, je trouve que c'est un traumatisme pour un être humain d'aimer sa famille ou son environnement, puis de devoir faire comme, OK, moi, je vais trouver une manière de réfléchir ça, de structurer ça pour que... Non, on continue encore 5-10 minutes. C'est bon, il n'y a pas de problème. Mais ça m'intéresse de savoir, comme juste, tu sais, quand tu voyages beaucoup avec un métier. OK, ben, moi, c'est une question... te laisse aller. OK, là, je retire le poisson. Non, mais c'est vraiment une question qui me touche beaucoup parce que c'est... moi, je peux pas dire que j'aurais réussi à faire tout ce que je fais sans avoir eu la personne que j'ai dans ma vie, qui est René.
ma femme, parce que c'est très à l'ancienne ce que je vais dire, mais je pense que c'est la seule façon. C'est que nous, on fait intime. Ouais. C'est moi qui est en avant, là, mais on est vraiment les deux. La carrière est pour nous deux. La comptable chez nous, c'est elle. L'agenda, les affaires, de pas échapper rien, de se souvenir de, il y a ça. Tu sais, on fait équipe. Donc, c'est un projet commun. Donc, ça change un peu la dynamique de dire, ah ben là, tu sais, parce que... Moi. C'est ça. Là, alors, moi, c'est arrivé naturellement. Je pense que tout le monde peut vivre leur vie de couple et familiale comme ils veulent. Ça leur appartient. Ouais. Mais moi, si on me parle de moi, j'ai pas de leçon à donner à personne, ni de conseils, mais moi, ça me prenait... Je devais être avec une personne qui allait... moi, j'allais être l'égoïste des deux. C'est moi, Pacioretty. OK, mais ça prend quelqu'un qui s'occupe de moi. C'est plate, là, mais c'est comme ça. Ça prend quelqu'un qui s'occupe de me faire des passes quand je suis ouvert, de savoir que je vais être ouvert, puis de me parler quand je suis down. Puis moi, à l'inverse, j'offre autre chose. Mais c'est une dynamique que tu bâtis avec le temps. Ça prend des gens qui ont vraiment des affinités hyper profondes. Et ça implique de vivre des choses ensemble avant d'arriver à ça. Puis, tu sais, peut-être qu'aujourd'hui, on est trop dans l'instantanéité, je sais pas. Peut-être qu'on veut trop que ça marche trop vite, trop facilement. Quand il y a un prix à payer, quand ma femme a lâché sa job pour qu'on puisse aller en Europe, qu'elle a lâché sa job pour qu'on puisse aller à Calgary, faire les Olympiques, si elle veut pas faire ça, je reste à la maison puis c'est fini, là. Je deviens une autre personne et elle devient une autre personne. Ce que je veux dire, c'est notre parcours est différent, on est forgé différemment. Là, on a un étalage, une palette, on a un éventail, c'est beaucoup plus large. On a une ouverture sur le monde. Nos enfants en ont une. Nos enfants sont parfaitement bilingues. Il y a plein de choses comme ça qu'on a réussi à obtenir parce qu'on a fait des choses comme ça. Mais ça, ultimement, à un moment ou l'autre, il y a des gens qui faut prendre des décisions. Donc, moi, le retour d'ascenseur, ben moi, à un moment donné, c'est le coaching. Là, est-ce que je suis un coach dans l'âme puis qui est prêt à payer tout ce prix-là ou le prix le plus important à payer, c'est le prix pour préserver les choses qui, pour moi, sont fondamentales à mon bonheur à moi. Pas parler pour les autres, pas juste pour moi. Là, t'sais. Donc, ce que je voulais, je l'ai. Puis, ce que j'espère, puis je pense que oui, là, parce qu'on en parle, puis on essaie de garder ça toujours vivant parce que tout est en mouvance. Mais moi, je pense aussi que la personne avec qui je suis, elle n'a pas de regrets. Elle a fait ce qu'elle pensait qui était bon pour elle. Puis ça m'a... Par ricochet, c'est venu me servir moi, mais il faut que ça soit comme ça. C'est beau. C'est important. Vous êtes une team qui a l'air de fonctionner vraiment bien. Ta femme et toi, vous êtes ensemble depuis combien de temps maintenant? 30 ans. 30 ans. Et j'aimerais ça que tu me racontes la première fois que tu l'as demandé en mariage. Non, ben là, c'est pas une grande réussite parce que ça donnait un club sandwich. C'était pas un Subway? Tu connaissais l'histoire? C'était pas le Subway. C'était pas le Subway, mais c'était un truc de sandwich. C'était un restaurant à Trois-Rivières, puis... t'avais accès, est-ce qu'à l'époque t'avais accès aux caméras dans le centre d'elle? Est-ce que t'aurais pu? Non, elle avait pas fait ça, c'est sûr. Et puis là, je me suis repris, alors, parce qu'en fait, c'est ça, la première fois devant le Club Sandwich, elle a dit non. Elle a dit non. Mais c'était pas le Club Sandwich. Elle me disait qu'elle était pas prête encore, mais je l'ai connue, elle était très jeune, puis... C'était pas un cas de là, franchement, c'est n'importe quoi. Moi, je rêve d'une famille. T'es pas capable de me payer une frite avec une sauce. C'est ça. Alors après, on a fait un voyage en Europe, puis là, ben, j'ai choisi le bon moment, le bon endroit pour lui demander. Paris. Oui, elle était à Paris. Voilà. C'est un peu... Et là, elle a dit oui. Dans 2 semaines, je m'en vais à Paris avec ma blonde, fait que... Est-ce que tu viens de m'influencer? C'est bon. Si vraiment tu cherches à l'épater, c'est un bon endroit. Tu m'as influencé secrètement toute ma vie, là, c'est plus secret. Le pire, c'est que je voulais juste qu'on en parle pour la bonne histoire, mais c'est drôle parce que là, tu passes une longue tirade vraiment poétique. La première fois, là, c'était devant un Club Sandwich, ça a comme pété la balade. mais c'était vraiment pour la bonne histoire. Écoute, je vais te laisser aller. On arrivait, il y avait tellement de trucs à te parler, excuse, on a complètement débordé, mais avant qu'on quitte juste en rafale, il y a ton gars qui est dépisteur aussi. Ouais,
Ouais, Gabriel m'a demandé une journée d'être dépisteur, puis j'ai dit, t'es-tu certain que tu veux faire ça? C'est plate, peut-être. J'ai essayé de le décourager, mais tu sais, j'ai essayé tout faire pour juste le décourager. Juste le tester, ouais. Mais c'est une vie de chambre d'hôtel, hein? C'est une vie de voyager. Ça vient de lui, il a cette passion-là, il la développe, il travaille fort dans ça, il finit ses études, fait qu'il aimerait devenir un professionnel, faire ça à temps plein. Fait que je trouve ça tellement beau. C'est ce que je lui souhaite. Imagine que ce que t'aimes dans la vie, c'est trouver le potentiel chez les gens. Puis là, il y a une job qui existe et tu peux faire ça à journée longue. Moi, je trouve ça extraordinaire. Continue, Gabriel. Ouais, c'est ça. Est-ce que je lui ai dit, j'ai dit, intéresse-toi aux gens. Une fois que tu as vu leur talent, intéresse-toi aux gens. Parce que c'est l'histoire des gens qui fait toute la différence. Vraiment, les qualités humaines. Puis j'espère qu'on va en avoir des nouvelles récemment. Puis je sais pas à quel stade vous êtes rendu, mais je sais que tu travailles sur une application. Intensément. À la fin du mois, on va sortir une application, Play 360. On va faire des choses inédites avec ça. Les jeunes vont pouvoir se confronter à des joueurs. Wow. Juniors, puis éventuellement, ce qu'on espère, professionnels. Le concept, c'est que les jeunes font des parcours, mais selon leur groupe d'âge, on leur donne des handicaps. Alors, ils peuvent vraiment jouer contre un joueur plus vieux qu'eux et le battre. Actuellement, on est en pilote, on travaille avec l'Armada. Joël, ces joueurs nous ont embarqué dans l'aventure avec nous. Ça fonctionne très bien. On a aussi toute la dimension éducative où on a des vidéos éducatives pour les parents bénévoles, etc. On a plusieurs collaborations qu'on est en train de finaliser. Fabrice Bill fait partie de ceux-là avec pour 3 points. On veut faire quelque chose sur le mentorat à travers le coaching pour surtout pour les parents bénévoles, pour qu'ils décrochent un peu de l'aspect juste sportif, mais qu'on aille un peu plus large, que le sport la pratique sportive devienne une plateforme de développement, que ça permette aux jeunes de se développer. Donc tout ça, c'est en train de se bâtir. Le hockey féminin aussi, auquel on veut donner une place de choix. Caroline Ouellette, on a des correspondances, Caro, on va se rencontrer. Également Daniel Sauvageau, qui est la grande patronne avec les qui est carabins. passée ici au podcast d'ailleurs. Alors Danielle, une amie de longue date, elle aussi, on va faire des choses avec le hockey féminin. Puis comme moi je te l'ai déjà dit, Danny, puis là je le dis même en ondes, c'est important, c'est souvent comme moi quand je participais au tricheur, on me demande toujours de trouver quelqu'un, un organisme à qui donner de l'argent. Puis je cherchais quelque chose qui touchait à l'art et le sport, parce que je considérais que quand on est jeune, c'est souvent ces deux domaines-là qui sont passionnants ou qui peuvent vraiment comme capter notre attention. Puis il y a rien qui existe là-dedans. Puis je trouve ça beau, ce podcast aujourd'hui, parce que des artistes avec un homme de sport et tout ça. Puis là, tu me racontes justement cette application, j'entends ça. Puis je réitère, tu sais, si toi tu peux passer par nous, on peut t'aider, on peut diffuser le message, on peut passer par des artistes, on peut essayer de faire le pont entre justement l'art et le sport. Moi je trouve ça pour moi c'est un truc important à faire. Parce que toi-même quand t'es allé au tricheur, ton argent allait pour 3 points justement pour Fabrice. Ouais, exactement. C'est donc toi t'es pour l'application, ton titre c'est quoi? C'est toi qui as eu l'idée? C'est-tu concepteur ou t'étais... Moi j'ai l'idée, mais la technologie vient d'un partenaire d'affaires qui s'appelle Patrick Saint-Cyr. OK, cool. Mais on est deux. Ça fait 5 ans qu'on est sur le développement. Ça fait 3 ans, nous, cette année qu'on est ensemble. Très cool. Puis, on arrive à échéance. On est dans les derniers 1000 de testing et tout ça. Wow. Ben, par le temps que le podcast sort, ça va sûrement être déjà sorti, votre application. Donc, très cool que c'est une idée qui vient de toi. Le nom encore? 360? Play 360. Play 360. Coaching, technologie, ce sera le site web et tout ça. Yes. Ben, écoute, par le temps que le podcast sort, si vous entendez ça, allez sur Google, c'est probablement déjà sorti. Donc, merci, Danny, d'avoir pris le temps, honnêtement. Merci à Marika de m'avoir envoyé son père. Adib Al-Khalid, qui n'est pas en tournée en ce moment. Non. Rien à promouvoir, juste très heureux d'être là. Juste ta personnalité. Exactement. C'est plus qu'en masse. C'est déjà assez. Merci les gars d'aller faire un tour. Quelle belle réunion. C'est ça. Merci ça me rappelle les bonnes années. Merci.
C'était Adib Al-Khalidé et Danny Dubé. Allez voir la campagne La Ruche pas de Danny, d'Adib, qui va faire un film avec Julien Lacroix. Et surveillez aussi cet été le Zoo Fest. Vous pourriez faire partie d'un épisode enregistré devant le public, comme on l'a fait l'été dernier, et poser vos questions directement aux invités. On a fait ça l'année passée, on veut récidiver. Regardez ça, en fait, on va récidiver. Donc, regardez, le Zoo Fest est en juillet, la programmation sort en juin. Regardez ça, ça serait très cool de vous y voir. Les intonations, c'est toujours important. J'espère aussi vous voir le 23 mai 2018 au Lion d'Or à Montréal pour mon spectacle solo intitulé Échapper le gâteau. J'ai quelques invités même qui se sont rajoutés au show récemment. Ça va être malade. Sinon, je vous dis pour une dernière fois cette saison. OK, bye-bye. Bye-bye, là. Laissez-vous pas cet été. Bye-bye.